Vous ne croirez pas comment ces gens sont morts. D'une ironie tordue à des coups du sort choquants, ces décès sont aussi inoubliables qu'imprévisibles. Certains vous feront suffoquer, d'autres vous feront peut-être rire, mais absolument tous vous laisseront sans voix. De vraies histoires, de vraies personnes et des fins vraiment irréelles. C'est le genre de vidéo qu'on commence et qu'on ne peut plus arrêter. Préparez-vous pour 2 heures des morts les plus inattendues de tous les temps. Le 5 janvier 2021 à Colwyn Bay, dans le nord du pays de Galles, Thomas Mansfield, un entraîneur personnel de 29 ans et père de 2 enfants, préparait une boisson énergisante. Connu pour son engagement envers le fitness et la musculation, Mansfield avait commandé un paquet de poudre de caféine concentrée pour augmenter son énergie avant ses séances d'entraînement. Ce qui devait l'aider à améliorer ses performances a pourtant conduit à un tragique accident. Mansfield, un père actif et en bonne santé, travaillait à la fois comme entraîneur personnel et gardien de sécurité. Il était également un mari dévoué à Susanna et un père attentionné pour leurs 2 enfants, Tommy et Millie. Ce jour-là, il prépara une boisson en utilisant de la poudre de caféine d'une entreprise nommée Blackburn Distributions. La portion recommandée allait de 60 à 300 mg, mais la poudre n'était pas fournie avec une cuillère doseuse. Mansfield dut donc se fier à une balance numérique qui ne mesurait que des poids à partir de 2 grammes. À cause de cette limitation, il ajouta sans le savoir une quantité bien trop élevée de caféine dans sa boisson, plusieurs grammes au lieu de quelques milligrammes. Cette quantité était jusqu'à 7 fois plus élevée que la dose sécuritaire. Après avoir consommé la boisson, il se plaignit de palpitations cardiaques et s'agrippa la poitrine en douleur. Quelques instants plus tard, il commença à mousser de la bouche. Susanna, paniquée, courut à l'extérieur pour demander de l'aide et appela les services d'urgence. Les paramédics arrivèrent rapidement et firent tout ce qu'ils pouvaient pour le sauver, utilisant un défibrillateur pour relancer son cœur. Mansfield fut transporté à l'hôpital East Glen Clwyd où il fut déclaré mort dans l'après-midi. Une autopsie confirma que la cause de sa mort était une toxicité à la caféine. Les tests montrèrent que le sang de Mansfield contenait 392 mg de caféine par litre, près de 5 fois la dose létale. Pour vous donner une idée, la quantité de caféine qu'il avait ingurgitée correspondait à environ 200 tasses de café. Une quantité beaucoup plus petite, soit 78 mg par litre, peut aussi être fatale. L'enquête sur la mort de Mansfield révéla comment l'erreur s'était produite. La balance qu'il utilisait ne pouvait pas mesurer les petites quantités de manière précise, ce qui l'a amené à mal calculer la dose. Le médecin légiste conclut à un accident. L'entreprise qui vendait la poudre, Blackburn Distributions, ne fut pas tenue responsable, mais l'incident souleva des préoccupations concernant la sécurité des suppléments de caféine concentrés. Après la mort de Mansfield, l'entreprise modifia son emballage pour inclure une cuillère doseuse et des instructions plus claires. Cependant, la tragédie lança des avertissements de la part de l'Agence de la sécurité alimentaire et de Food Standard Scotland. Les 2 agences encouragèrent les consommateurs à faire preuve de la plus grande prudence lors de l'utilisation des suppléments de caféine, insistant sur l'importance de mesures précises et de bons outils. Elles mirent également en garde contre le dry scooping, une pratique dangereuse consistant à consommer la poudre directement sans la mélanger avec de l'eau, ce qui augmente le risque de surdose. La caféine est un stimulant largement utilisé, mais en excès, elle peut entraîner des conséquences graves. À des doses modérées, elle peut causer de l'agitation, de l'anxiété et des troubles du sommeil. À des doses extrêmes, comme celle que Mansfield a ingérée, elle peut provoquer des palpitations cardiaques, des convulsions et même des issues fatales. Pour la famille de Mansfield, la perte fut dévastatrice. Sa femme Susanna exprima sa douleur profonde sur les réseaux sociaux, disant qu'elle avait du mal à rester forte pour leurs enfants. Elle parla de son amour pour lui, un amour qu'elle considérait plus grand que tout ce qu'elle pourrait ressentir pour qui que ce soit d'autre. L'histoire de Mansfield fut un réveil pour la communauté du fitness et tous ceux qui utilisent des suppléments de caféine. Elle mit en lumière les dangers des poudres concentrées, surtout lorsqu'il n'y a pas d'outils de mesure appropriés ou qu'ils ne sont pas utilisés correctement. Même de petites erreurs de calcul peuvent avoir des conséquences gravissimes. Cet incident souleva également des questions sur la responsabilité des entreprises de suppléments. Des avertissements plus clairs et des emballages plus sûrs devraient-ils être obligatoires ? Combien de consommateurs ignorent les risques que ces produits comportent ? La mort de Mansfield nous rappelle que même des substances considérées comme sûres en quantité modérée peuvent devenir dangereuses si mal utilisées. Près de 4 ans après la tragédie, la famille de Mansfield continue de vivre avec la douleur de sa perte. Son histoire demeure un avertissement pour tous ceux qui utilisent des suppléments de performance. La caféine peut sembler inoffensive, mais sous sa forme concentrée, elle peut être dangereuse si elle n'est pas manipulée avec précaution.
Cet accident tragique nous rappelle l'importance de suivre les consignes de sécurité et de comprendre les risques liés à la consommation de ces produits. La vie peut basculer en une fraction de seconde de manière totalement inattendue, une vérité que la ville de Laïchevo, nichée près du fleuve Volga dans la République du Tatarstan en Russie, a douloureusement apprise un jour fatidique de 2013. Tout a commencé par une simple tâche domestique qui s'est transformée en une perte catastrophique, laissant une jeune fille comme seule survivante de sa famille. Tout débuta lorsque Mikhail Tchelichev, un professeur de droit de 42 ans à l'Université fédérale de Kazan, descendit dans la cave familiale. Ce qui devait être une tâche simple et routinière s'est rapidement transformé en tragédie. À son insu, les pommes de terre stockées dans la cave avaient pourri, libérant une odeur nauséabonde et surtout un gaz mortel. Les glycoalcaloïdes, des composés toxiques naturellement présents dans les pommes de terre, avaient atteint des niveaux létaux, créant un piège invisible dans cette petite pièce. Peu après être entré, Mikhail fut submergé par les vapeurs toxiques et s'effondra, incapable de se relever. Quand Mikhail ne remonta pas, sa femme Anastasia s'inquiéta. Cette femme de 38 ans, préoccupée par la sécurité de son mari, décida de descendre à son tour dans la cave. Malheureusement, cette décision scella son destin. À peine entrée, elle fut elle aussi submergée par le gaz toxique et s'effondra aux côtés de son mari. Leur fils, Georgi Chelichev, âgé de seulement 18 ans, s'alarma de l'absence prolongée de ses parents. Après tout, ils étaient supposés entrer dans la cave et remonter aussitôt, comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant. Inquiet, Georgi entra dans la cave à son tour, mais succomba au même sort tragique. Pendant ce temps, la mère d'Anastasia, Iraïda, âgée de 68 ans, devint de plus en plus anxieuse. Elle ressentait que quelque chose n'allait pas avec sa famille. Cherchant de l'aide, elle appela un voisin. Mais Iraïda ne put attendre l'arrivée des secours. Prenant les choses en main, elle descendit elle-même dans la cave. Tragiquement, elle rejoignit sa famille dans la mort avant que quelqu'un ne puisse intervenir. Dans un retournement de situation qui semble tiré d'un conte de fées, la fille de la famille, Maria Chelicheva, âgée de 8 ans, fut la seule survivante. Lorsqu'elle atteignit la cave, elle trouva la porte ouverte, ce qui avait permis au gaz mortel de se dissiper suffisamment pour épargner la fillette. Mais la scène qui s'offrit à elle la marquerait à jamais. Toute sa famille, son père, sa mère, son frère et sa grand-mère, gisaient sans vie sur le sol. Il était trop tard. Cette tragédie laissa Maria orpheline et inconsolable. Elle fut prise en charge par des membres de sa famille, mais rien ne pouvait ramener ses proches. Son père, le professeur Mikhail Tchelichev, fut honoré par l'Université fédérale de Kazan lors d'une cérémonie émouvante dans son grand hall de marbre. Cet incident dévastateur mit en lumière les dangers insoupçonnés des aliments du quotidien. Les pommes de terre, un aliment de base, peuvent produire des glycoalcaloïdes toxiques comme la solanine et la chaconine, en particulier lorsqu'elles sont mal stockées ou laissées à pourrir. Ces composés perturbent les membranes cellulaires et affectent le système nerveux, provoquant des symptômes tels que faiblesse, confusion et, dans les cas graves, la mort. L'exposition à la lumière, le vieillissement et les dommages physiques augmentent considérablement les niveaux de glycoalcaloïdes, concentrant les toxines juste sous la peau. Bien que rare, l'empoisonnement par les pommes de terre peut avoir des conséquences fatales, comme cette tragédie l'a si douloureusement démontré. Le 15 mars 2010, Robert Gary Jones, un représentant pharmaceutique de 38 ans, se trouvait à Hilton Head, en Caroline du Sud, dans le cadre d'un voyage d'affaires routinier. Père de famille dévoué, originaire de Woodstock, en Géorgie, Robert attendait avec impatience de rentrer chez lui pour célébrer le 3e anniversaire de sa fille. Mais Robert n'arriva jamais à la fête d'anniversaire. Ce lundi soir-là, Robert s'était rendu sur la plage pour un jogging, écouteurs dans les oreilles, profitant d'un moment de calme en bord de mer. Mais un danger inattendu venait du ciel. Plus tôt dans l'après-midi, un avion monomoteur Lancer 4P avait décollé d'Orlando, en Floride, à destination de la Virginie. Le Lancer 4P, un avion construit en kit conçu pour la vitesse et l'efficacité, était équipé d'une cabine pressurisée et d'un moteur à turbine capable d'atteindre une vitesse de 600 km/h. Piloté par Edward Ier Smith de Chesapeake, en Virginie, l'appareil transportait également un passager. À environ 4000 mètres d'altitude, une catastrophe survint. L'avion commença à perdre de l'huile qui recouvrit le pare-brise, obstruant la vision du pilote. La situation s'aggrava lorsque l'hélice se détacha, privant l'appareil de propulsion. Le Lancer, désormais réduit à un planeur, était en perte de vitesse. Malgré cette défaillance critique, Smith parvint à maintenir le contrôle et tenta d'atterrir à l'aéroport de Hilton Head.
Cependant, réalisant qu'il n'y arriverait pas, il se prépara à un atterrissage d'urgence sur la plage en contrebas où Robert Gary Jones courait paisiblement. Le Lancair 4P descendit en silence, tel un planeur dépourvu de moteur. L'absence de bruit, combinée au fait que Robert portait des écouteurs et était concentré sur sa course, rendit l'avion presque indétectable depuis le sol. L'homme était totalement inconscient du danger qui approchait. Vers 18h10, l'avion entra en contact avec la plage, heurtant mortellement Robert avant de glisser sur le sable et de s'immobiliser près du Hilton Head Marriott Resort & Spa. Il mourut sur le coup à cause de l'impact. Les témoins décrivirent la scène comme surréaliste, avec le corps ensanglanté du jogger étendu immobile sur le sable, recouvert d'un drap improvisé. L'avion s'arrêta dans l'eau peu profonde et sa queue fut attachée pour éviter qu'il ne soit emporté par la marée. Malgré cette épreuve terrifiante, Smith et son passager en sortirent indemnes, tandis que les secours sécurisaient la zone, des vacanciers et des habitants attirés par la curiosité se rassemblèrent près du site du crash, prenant des photos et spéculant sur les événements. L'administration fédérale de l'aviation, FAA, et le Bureau national de la sécurité des transports, NTSB, lancèrent immédiatement une enquête. L'avion fut transporté en Virginie pour un examen approfondi, tandis que les enquêteurs interrogeaient Smith et d'autres témoins pour déterminer la cause de la défaillance catastrophique. Un ancien inspecteur général du NTSB qualifia l'incident de convergence tragique de coïncidence. Sans bruit de moteur et avec les écouteurs de Robert, les chances qu'il perçoive le danger étaient infimes. L'ancien inspecteur nota également que l'atterrissage sur la plage était probablement la meilleure option pour le pilote, car l'avion, dépourvu d'équipement de flottaison, aurait sombré immédiatement dans l'eau. La famille de Robert fut inconsolable après sa mort tragique. Sa mère, Pauline, depuis sa maison en Floride, exprima son incrédulité et son chagrin face à cette perte soudaine. Elle confia qu'elle avait atteint sa limite pour affronter une telle douleur. Le pilote, Edward Smith, visiblement bouleversé, retourna sur les lieux le lendemain pour superviser le retrait de l'épave de l'avion. Ému, il se confronta non seulement aux débris de l'appareil, mais aussi au poids de la mort du jeune homme se sentant responsable de cette tragédie. Le crash souleva également des questions sur la sécurité des avions construits en kit, qui, bien que légaux et approuvés par la FAA, dépendent de l'expertise du constructeur et de la qualité des composants individuels. Joseph Bartels, directeur général de Lancair International, exprima ses regrets pour cet incident, soulignant la fiabilité de leur conception, tout en notant que le moteur et d'autres pièces étaient fournis séparément. La mort de Robert, aussi tragique qu'elle soit, rappelle que la vie est imprévisible et que quelques instants suffisent à la changer, voire à l'interrompre brutalement. Le 11 juillet 2024, sur l'île d'Olango, aux Philippines, Catherine Egam Makiwan, une mère de 43 ans originaire de Cagayan de Oro City, profitait de vacances avec son mari, Ken Makiwan, et leurs 2 enfants. Ken, originaire d'Édimbourg, travaillait comme spécialiste en technologie à Singapour. Catherine, connue pour son esprit aventureux, était impatiente d'essayer l'activité du jumping balloon au complexe touristique de Pinky's Floating Cottage. La famille était enthousiaste à l'idée de profiter des activités de la journée. Le temps était parfait, avec un ciel dégagé et une brise légère. Catherine a décidé de tenter le jumping balloon, un dispositif gonflable qui propulse les participants dans les airs lorsqu'une autre personne saute dessus depuis une plateforme. Ken et leurs enfants se tenaient à proximité, prêts à immortaliser le moment avec leur téléphone. Catherine s'est allongée à une extrémité du gonflable pendant qu'un membre du personnel montait sur une plateforme pour sauter. Lorsque ce dernier a atterri, Catherine a été projetée haut dans les airs. Ce qui avait commencé comme une expérience exaltante s'est rapidement transformé en tragédie. Au lieu de plonger dans l'eau, Catherine est retombée tête la première sur le gonflable, subissant un impact violent. Son cou a été gravement blessé, restant immobile sous l'eau. Un employé du complexe, Jay Polontong, 21 ans, a immédiatement plongé pour lui porter secours. Il a ramené Catherine à la rive, mais elle ne montrait aucun signe de vie. Les spectateurs, inquiets, ont observé tandis que Jay et d'autres tentèrent de la secourir. Les services d'urgence ont été appelés, et Catherine a été transportée au Vicente Soto Memorial Medical Center. À l'hôpital, les médecins ont tout fait pour la sauver. Catherine a été placée dans le coma, sa famille restant à son chevet, priant pour son rétablissement. Pendant 8 jours, ils ont espéré, mais le 19 juillet, elle a succombé à ses blessures à la colonne vertébrale causées par l'accident. Ken a partagé en ligne une photo émouvante de Catherine avec leurs enfants, exprimant son immense chagrin. Les autorités locales, dont le maire de Lapu-Lapu City, Junar Chan, ont réagi rapidement. Le 21 juillet, le maire a émis un ordre de cessation et de suspension, interrompant toutes les activités du complexe. Il a exigé des mesures de sécurité renforcées pour éviter de futurs incidents,
et a prévu une réunion avec les responsables du complexe pour examiner leurs pratiques. Le gestionnaire du complexe a déclaré que tous les visiteurs recevaient des consignes de sécurité avant de participer à l'activité de jumping balloon. Cependant, l'accident a soulevé des doutes sur l'efficacité de ces instructions et leur communication. Les propriétaires du complexe se sont engagés à couvrir les frais médicaux et funéraires de Catherine et à coopérer pleinement avec l'enquête. Les autorités ont lancé une enquête approfondie, examinant les permis et les protocoles de sécurité du complexe. Les enquêteurs ont cherché à déterminer si des manquements en matière de sécurité avaient contribué à l'accident. Pendant ce temps, le décès de Catherine est devenu un exemple des risques associés aux activités extrêmes. Une activité autrefois populaire est désormais le symbole de l'importance des mesures de sécurité appropriées. Alors que l'enquête se poursuit, Ken et ses enfants sont retournés à Singapour, essayant de surmonter leurs pertes. Le soutien de leurs proches et amis ne suffit pas à combler l'immense vide laissé par Catherine. Ce qui devait être un simple produit utile pour les jeunes parents, l'un des innombrables articles commercialisés pour faciliter la vie avec un nouveau-né, est devenu pour une famille de l'Oregon un exemple tragique de la manière dont un produit destiné au bébé peut s'avérer dangereusement défectueux. Derek Fowler, âgé de 6 jours, était le fils nouveau-né de Lisa Cochrane et Jared Fowler, un couple de Kaiser, Oregon. Comme beaucoup de jeunes parents, Lisa et Jared apprenaient à gérer la vie avec un nouveau-né. Les longues nuits, les tétés précoces, la joie et la fatigue qui accompagnaient chaque nouveau jour. Le 7 mai 2009, ils étaient sortis ensemble pour une sortie familiale au magasin Costco de Salem. Une journée ordinaire mais qui se terminerait dans le chagrin. Ce matin-là, Derek avait été agité. Lisa, tentant de le calmer, l'avait allaité 2 fois avant de quitter la maison. Pour le garder près d'elle pendant leur course, Lisa plaça son bébé dans un produit appelé le Sling Rider, un porte-bébé en tissu fabriqué par la société californienne Infantino. Le Sling Rider était conçu pour se porter en bandoulière sur la poitrine d'un parent, créant un espace en forme de poche où le bébé pouvait se reposer. Le concept était populaire parmi de nombreux parents qui croyaient que le baby wearing favorisait le lien et le confort. Mais malgré tous ces avantages supposés, le Sling Rider avait un côté sombre. Alors que Lisa portait Derek dans l'écharpe, elle et Jared parcouraient les allées de Costco, prenant des courses. Carottes, oranges, flocons d'avoine et d'autres essentiels. Le bébé resta silencieux tout au long des courses. À un moment, ils s'arrêtèrent même à la cafétéria pour manger des hot dogs. Jared et Lisa supposèrent que leur fils dormait paisiblement. Mais sous le tissu doux de l'écharpe, une tragédie silencieuse était déjà en train de se dérouler. Lisa et Jared n'avaient aucun avertissement, aucun signe que quelque chose n'allait pas jusqu'à ce qu'ils atteignent leur van sur le parking. C'est alors que Jared remarqua quelque chose d'horrible. La couleur de Derek n'était pas normale. Ils retirèrent leur bébé du sling et découvrirent que son petit dos était devenu bleu et qu'il ne respirait plus. Jared tenta immédiatement de sauver son fils, effectuant un massage cardiaque dans une tentative désespérée de le ranimer. Mais il était trop tard. Derek Fowler, âgé de seulement 6 jours, était parti. Le design du Sling Rider créait des conditions que les experts avertiraient plus tard en détail. Les nourrissons pouvaient se retrouver dans une position où leur menton se recourbait vers la poitrine, obstruant les voies respiratoires, ou avoir leur visage pressé contre le tissu ou le corps du porteur, empêchant la respiration. Dans le cas de Derek, le rapport du médecin légiste de l'État conclura plus tard qu'il était mort d'asphyxie par compression. À la suite de la tragédie, Lisa Cochrane a intenté un procès contre Infantino, le fabricant du Sling Rider, ainsi que contre la société qui avait vendu le produit. Les rapports ont révélé que Derek n'était pas le premier bébé à mourir dans un sling comme le Sling Rider. En fait, au cours des 11 années précédentes, au moins 7 nourrissons étaient morts et 37 autres avaient été gravement blessés alors qu'ils étaient portés dans des écharpes en tissu fabriquées par Infantino et d'autres entreprises. Don Mays, responsable de la sécurité des produits pour Consumer Reports, exprima de sérieuses préoccupations concernant les écharpes de type sac comme le Sling Rider. Il expliqua que ces conceptions cachaient souvent le bébé à la vue des parents, les empêchant de remarquer des signes d'alerte comme une respiration laborieuse ou une mauvaise position. Mays avait rédigé un rapport sur les dangers du Sling Rider quelques mois seulement avant la mort de Derek. Les experts et les défenseurs de la sécurité avertissaient que les nourrissons pouvaient suffoquer dans ces écharpes si leur tête se penchait en avant ou était pressée contre le tissu. En conséquence, plus d'1 million d'écharpes pour bébés furent rappelées. La mort de Derek, tragique et évitable, devint un exemple dévastateur de ces dangers. Un douloureux rappel que même les produits destinés aux vies les plus petites et les plus vulnérables peuvent comporter des risques cachés et mortels. C'était le 14 octobre 2017 à Auburn, en Alabama. La famille Andrews, les parents Tracy et Corey, ainsi que leurs 6 enfants, passaient l'après-midi chez Bruster's Real Ice Cream, un endroit familial populaire. Parmi les enfants se trouvait Sadie Grace Andrews, une fillette de 3 ans pleine de vie, aux cheveux blonds et au sourire communicatif. Sadie,
La troisième plus jeune de la fratrie était connue pour son énergie joyeuse, son amour du chant et sa curiosité pour le monde. Elle faisait la joie de son entourage. Ce jour-là, les enfants jouaient dans l'aire de pique-nique gazonné près du glacier sous la surveillance de leurs parents. Cela ressemblait à une journée parfaite dans un environnement sûr. Cependant, un danger caché se trouvait sous leurs pieds. En jouant avec deux de ses frères et sœurs, Sadie s'est approchée d'un bac à graisse enterré à l'extérieur du magasin. Ces bacs, utilisés pour recueillir les huiles de cuisson usagées, sont généralement recouverts pour des raisons de sécurité. Or, le couvercle de ce bac était en bois et était devenu instable avec le temps. Sadie a marché sur le couvercle, qui a cédé sous son poids. Elle est tombée à 6 pieds de profondeur, environ 1,80 m, dans le conteneur rempli de graisse et le couvercle s'est rabattu, la dissimulant. Lorsque la famille de Sadie a réalisé qu'elle avait disparu, elle a commencé à la chercher en l'appelant. Moins de 10 minutes plus tard, son père a remarqué que le couvercle du bac à graisse était légèrement entrouvert. En regardant à l'intérieur, il a découvert Sadie. Il l'a sortie et a immédiatement appelé à l'aide. Un jeune employé du magasin lui a fait la RCR, réanimation cardio-respiratoire, en attendant l'arrivée des services d'urgence. Sadie a été transportée d'urgence au East Alabama Medical Center, mais malgré tous les efforts, elle n'a pas pu être réanimée. Sa perte soudaine a anéanti sa famille, qui se souvenait d'elle comme d'une enfant aimante et joyeuse, avec une foi forte et une soif de vivre. La tragédie a bouleversé la communauté locale, ainsi que les propriétaires de Bruster's Real Ice Cream, Lance et Cara Latham. Dans une déclaration publique, les Latham ont exprimé leur désarroi et ont présenté leurs condoléances à la famille Andrews et à leur employé qui avait tenté de sauver Sadie. Par la suite, la famille Andrews a cherché à obtenir des comptes. Elle a intenté un procès contre Bruster's et le fabricant du couvercle du bac à graisse, Tough Tight Incorporated, invoquant la négligence. Leur avocat, J. Cole Portis, a souligné que la mort de Sadie aurait pu être évitée. La famille Andrews s'est également mobilisée pour prévenir des tragédies similaires. Leur plaidoyer a conduit à l'adoption de la loi Sadie Grace Andrews en Alabama. Cette loi exige que les couvercles de bac à graisse soient de fait de matériaux durables et équipés de mécanismes de verrouillage pour la sécurité. Cet effort législatif fut une manière d'honorer la mémoire de Sadie et de prévenir de futurs accidents. Malgré leur engagement, la famille Andrews a eu le cœur brisé d'apprendre un incident similaire à Rochester, New York, où un autre enfant de 3 ans est tombé dans un bac à graisse non sécurisé et est tragiquement décédé. Pour Corey Andrews, la nouvelle fut un rappel douloureux de leur perte. L'incident a renforcé sa conviction de la nécessité d'une loi à l'échelle nationale, car il était déchirant de voir une autre famille traverser la même tragédie. Grâce à leur organisation à but non lucratif, Sadie's Hope Ministries, la famille offre un soutien aux autres personnes en deuil d'un enfant. L'organisme fournit des trousses de soins et des ressources pour aider les familles à gérer leur douleur. Les enfants Andrews maintiennent également vivante la mémoire de Sadie, se souvenant de son esprit joyeux et de son amour pour la chanson « Jésus m'aime, Jésus loves me ». Tracy, le père de Sadie, a réfléchi à l'impact durable de sa fille, notant qu'elle aimait tout le monde sans hésitation et ne voyait jamais le mal chez les gens. Elle aimait tout simplement. Bien que sa vie ait été tragiquement écourtée, l'héritage de Sadie perdure à travers les efforts de sa famille pour créer un monde plus sûr et apporter du réconfort à ceux qui souffrent. Le 14 juillet 2024, en Chine, Pan Xiaoting, une streamer populaire de 24 ans, était en pleine séance de mukbang, l'une de ses spécialités. Le mukbang, une tendance venue de Corée du Sud, consiste à manger de grandes quantités de nourriture tout en interagissant avec un public en ligne. Pan comptait des milliers de spectateurs fascinés par ses marathons alimentaires. Ce jour-là, elle s'était fixé un objectif extrême. Ingérer 10 kg de nourriture, incluant des fruits de mer, des nuggets de poulet et un gâteau au chocolat. Mais ce stream allait être son dernier. Pan avait commencé le mukbang au début de la vingtaine. Manger d'énormes quantités de nourriture en direct attirait un large public, et Pan adorait être sous les projecteurs. Ses sessions, pouvant durer jusqu'à 10 heures, étaient un véritable succès. Elle enchaînait les plats sous les encouragements de ses fans. Mais le côté obscur de ses défis alimentaires ne tarda pas à apparaître. Pan avait déjà été hospitalisée à cause d'hémorragies gastriques provoquées par ses excès alimentaires. Son corps montrait des signes de détresse, mais elle refusait d'arrêter. Malgré les inquiétudes et les supplications de ses parents, elle leur assurait qu'elle gérait la situation. Le 14 juillet, Pan était devenue obèse morbide, pesant près de 300 kg. Son audience continuait de la suivre avec fascination. La célébrité, l'argent et les cadeaux l'encourageaient à repousser ses limites. Personne ne s'attendait à l'issue tragique de ce jour-là. Face à sa caméra, Pan commença par manger du gâteau avant d'enchaîner avec des nuggets de poulet et des fruits de mer. Puis, soudainement, Pan s'effondra. Ses spectateurs, choqués, assistèrent impuissants à sa détresse visible. Certains tentèrent de prévenir les secours à distance, mais il était déjà trop tard. Pan perdit la vie en direct et le stream continua quelques instants avant que la plateforme ne le coupe.
Ses fans étaient dévastés et la nouvelle de sa mort se répandit rapidement dans les médias. L'autopsie révéla l'ampleur des dégâts. Son estomac, gravement déformé, était plein d'aliments non digérés. L'excès de nourriture aurait provoqué une rupture gastrique, entraînant une fuite d'acide et de nourriture dans son abdomen, causant des complications fatales. Les médecins confirmèrent que son mode de vie extrême était directement responsable de son décès. Sa disparition déclencha une vague d'indignation et de débat. Beaucoup remirent en question les dangers du mukbang et des tendances similaires. À l'origine, le mukbang visait à combattre la solitude, en offrant aux spectateurs un moment de partage autour de la nourriture. Mais il était devenu un spectacle d'excès. Pour Pan, ce qui n'était qu'un simple métier s'était transformé en obsession, lui coûtant la vie. Le phénomène mukbang s'était répandu bien au-delà de la Corée du Sud, atteignant la Chine, les États-Unis et d'autres pays. Des créateurs comme Nikocado Avocado avaient eux aussi acquis une immense popularité, au prix de risques similaires. Les médecins et psychologues alertaient depuis longtemps sur les conséquences graves de ces pratiques, prise de poids extrême, troubles digestifs et même complications mortelles. La mort de Pan rendait ces avertissements plus réels que jamais. Malgré les dangers connus, Pan avait poursuivi ses vidéos. Son décès rappelait le prix à payer pour la célébrité sur les réseaux sociaux. En 2021, la Chine avait pourtant adopté une loi contre le gaspillage alimentaire, interdisant les contenus mukbang extrêmes. Mais Pan avait trouvé le moyen de contourner ces règles et avait atteint le sommet de sa gloire jusqu'à la tragédie. L'affaire souleva aussi des questions éthiques. Était-il raisonnable de mettre sa santé en péril pour du divertissement? Ce qui devait être un moment de partage était devenu une pratique dangereuse et destructrice. L'histoire de Pan met en lumière les pressions extrêmes auxquelles sont soumis les influenceurs. Les contenus toujours plus sensationnels attirent la célébrité et l'argent, poussant de nombreux créateurs à repousser leurs limites. Mais la fin tragique de Pan démontre le coût réel de ces excès. Si elle avait pris sa santé au sérieux, si le mukbang n'avait jamais pris une telle ampleur, aurait-on pu éviter ce drame si notre société ne glorifiait pas autant l'excès? La mort de Pan Xiaoting est un avertissement cruel sur les dangers de la célébrité en ligne. Son histoire pose la question des limites du corps humain et du poids d'une culture qui récompense les comportements extrêmes. Il est essentiel de réfléchir aux conséquences derrière ces vidéos. Car Pan n'était pas seulement une créatrice de contenu, elle était une jeune femme victime de son succès. Le 28 juillet 2010 devait être une journée ordinaire à Mount Carroll, dans l'Illinois. Ce matin-là, 3 jeunes hommes, Wyatt Whitebread, Alex Pacas et Will Piper, se rendaient au complexe de stockage de grains Hasbach où ils devaient descendre le maïs. Pourtant, à la tombée de la nuit, cette petite ville rurale allait être frappée par une tragédie indescriptible. À seulement 14 ans, Wyatt Whitebread était un garçon plein de vie. Il était excité à l'idée de toucher son premier salaire en travaillant chez Hasbach, mais quelque chose avait changé. Wyatt avait récemment exprimé son malaise face à la nature de son travail, déclarant même qu'il espérait ne plus jamais voir un grain de maïs de sa vie. Ses collègues, Alex Pacas, 19 ans, et Will Piper, 20 ans, étaient tout aussi inexpérimentés. Aucun d'eux ne mesurait pleinement les dangers du travail qu'ils allaient entreprendre ce jour-là. Débloquer des grains de maïs coincés dans un silo de 4 étages. La tâche, appelée « descendre le maïs », consistait à pelleter les grains pour les diriger vers une ouverture centrale au fond du silo, permettant au maïs de s'écouler dans un convoyeur en dessous. Au début, le travail semblait se dérouler sans problème, mais les conditions étaient extrêmement dangereuses. Sous les 250 000 boisseaux de maïs humides et compactés se trouvait un système de convoyeur actif qui transformait les grains en un piège mouvant. Wyatt, 14 ans, a commencé à s'enfoncer dans le maïs. Vers 9h45, les grains humides l'avalant comme des sables mouvants. Alex et Will ont réagi immédiatement. Les 2 garçons ont tenté de tirer Wyatt par les bras, mais leurs efforts furent vains. La surface instable a cédé sous leurs pieds. Et rapidement, Alex et Will ont commencé à s'enfoncer à leur tour. Wyatt a disparu en premier, enseveli sous les grains de maïs qui coulaient en cascade. Alex et Will luttaient pour rester à la surface, les grains s'accumulant inexorablement autour d'eux. Les appels à l'aide d'Alex s'étaient de fait de plus en plus faibles jusqu'à ce que le maïs atteigne son cou, puis son menton. Will, coincé jusqu'à la poitrine, utilisait son bras libre pour tenter d'écarter les grains du visage d'Alex, mais il n'a pas pu suivre le rythme de l'avalanche. Peu après, il n'a rien pu faire d'autre que regarder, horrifié, son ami disparaître, tout en se demandant s'il serait le prochain. Bientôt, le maïs atteignit son menton. Le superviseur de Hasbach, Matt Schaffner, a appelé les secours avant de descendre lui-même dans le silo pour essayer de dégager les garçons. Mais il s'est vite rendu compte que la tâche était impossible.
Les pompiers de Mount Carroll sont arrivés en quelques minutes, comprenant immédiatement l'ampleur de la situation. Les silos à grains sont tristement célèbres pour leur dangerosité. Et en extraire des victimes nécessite des techniques spécialisées. Pompiers, ambulanciers et équipes de secours techniques se sont rassemblés sur les lieux, au total plus de 200 intervenants. Ils ont utilisé des aspirateurs à grains, des tubes de sauvetage fabriqués sur mesure et même des méthodes improvisées comme découper le fond d'un seau pour protéger le visage de Will. Malgré leurs efforts, le travail avançait lentement dans une chaleur suffocante avec une température ressentie de 45 degrés Celsius à l'intérieur du silo métallique. Will Piper est resté piégé pendant près de 6 heures, son corps immobilisé et son esprit hanté par la mort de ses amis. À un moment donné, les sauveteurs lui ont demandé de tenir le corps sans vie d'Alex pour créer de l'espace pour l'aspirateur. Will a finalement été secouru et transporté à l'hôpital. Le corps d'Alex a été récupéré, mais les restes de Wyatt étaient ensevelis sous des couches de maïs. Les sauveteurs ont travaillé tard dans la nuit pour récupérer les restes du jeune garçon de 14 ans. La perte de Wyatt Whitebread et d'Alex Pacas a dévasté leur famille. Will Piper a été profondément marqué. Cette tragédie a également mis en lumière de graves manquements à la sécurité chez Asbach LLC. L'enquête de l'OSHA a révélé 25 violations de sécurité, dont 12 classées comme intentionnelles. Les garçons n'avaient reçu aucune formation en sécurité et avaient été envoyés dans le silo alors que le convoyeur en dessous était en marche, une violation flagrante des protocoles de sécurité. Asbach LLC a été initialement condamné à une amende de 555 000 $, réduite ensuite à 200 000 $, ce qui a suscité l'indignation des familles des victimes. Des poursuites civiles ont suivi et un jury a accordé près de 17 millions de dollars de dommages. 8 millions de dollars pour les familles de Wyatt et d'Alex et 875 000 $ pour Will. Ce verdict, un record pour le comté de Carroll, n'a cependant apporté que peu de réconfort aux familles endeuillées. Carla, la mère de Wyatt, ancienne major de l'armée, a eu du mal à accepter que son fils ne lui ait pas dit qu'il travaillait dans un silo. Annette, la mère d'Alex, a été hantée par l'idée que son fils est mort, terrifiée. Ses derniers instants envahis par la peur. Rien ne pouvait ramener leurs enfants. En 2002, Richard Sumner, un décorateur artistique de 47 ans originaire de Crosby, dans le Merseyside, était connu pour son intelligence et sa créativité. Cependant, Richard souffrait de schizophrénie. Une maladie qui bouleversait profondément sa vie et l'a conduit à un destin tragique au cœur de la forêt de Cloquenog, dans le Denbighshire. Artiste talentueux, Richard avait autrefois travaillé sur des productions d'opéra au théâtre Glyndebourne, dans le Sussex de l'Est. Mais en 1984, il fut diagnostiqué avec une schizophrénie, un trouble mental chronique qui perturbe les pensées, les émotions et le comportement, isolant souvent ceux qui en souffrent de la réalité. Malgré ces difficultés, Richard était profondément conscient de ce qui l'entourait et exprimait sa frustration de ne pas pouvoir travailler, devant vivre grâce à des allocations. Sa sœur Patricia Jones le décrivait comme un homme qui détestait l'idée d'être un fardeau. À mesure que sa condition empirait, Richard se renfermait davantage, tourmenté par des sentiments de désespoir. À l'insu de beaucoup, Richard avait déjà tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours dans la forêt de Cloquenog. À 3 occasions, il s'y était rendu avec cette intention, se menottant à un arbre, mais chaque fois, il avait changé d'avis et réussi à se libérer, non sans grande difficulté. Lors d'une de ces tentatives, il était resté piégé pendant 4 jours avant de parvenir à se libérer. Ses actions reflétaient un conflit intérieur tragique, un désir de mettre fin à sa souffrance, mêlé à une inquiétude pour les répercussions de sa mort sur ses proches, notamment sa famille, et quiconque pourrait découvrir son corps. En mars 2002, Richard disparut. Un jour après sa disparition, sa mère âgée, Mary Sumner, reçut une lettre de lui. Dans cette lettre, Richard s'excusait pour ce qu'il s'apprêtait à faire. Pendant 3 ans, la vie suivit son cours. Mais Richard demeura introuvable. 3 ans plus tard, ses restes squelettiques furent découverts à seulement 200 mètres à l'intérieur de la forêt dense. L'enquête sur sa mort révéla que Richard s'était menotté à un arbre, jetant la clé hors de portée. Les profondes marques de griffures sur l'écorce et la position inhabituelle des menottes indiquaient une lutte désespérée pour se libérer. Les preuves médico-légales suggéraient que Richard avait peut-être changé d'avis sur son intention de mourir, mais qu'il était incapable de se libérer. Un paquet de comprimés fut retrouvé sur les lieux, bien que la cause exacte de sa mort ne put être déterminée. Les experts supposèrent qu'il avait peut-être succombé à la faim, à l'exposition aux éléments ou à une crise cardiaque provoquée par son état d'agitation.
La découverte de ces restes fut initialement traitée comme suspecte. La présence des menottes souleva des craintes d'un acte criminel, mais ces doutes furent écartés lorsque les enquêteurs examinèrent les antécédents de Richard et les preuves sur les lieux. Le coroner rendit finalement un verdict ouvert, déclarant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour déterminer si sa mort résultait d'un suicide ou d'une tragédie involontaire après une tentative d'évasion infructueuse. Les suites de la mort de Richard mirent en lumière le lourd fardeau que représente la schizophrénie et son impact à la fois sur les individus et leurs familles. Sa sœur le décrivit comme un homme doté d'une intelligence et d'une créativité extraordinaires, accablé par une maladie qui, selon lui avait volé sa dignité et son indépendance. La schizophrénie entraîne souvent des troubles fonctionnels importants, et sans traitement continu, les personnes touchées courent un risque accru de complications graves, y compris d'automutilation et de décès prématurés. Dans la nuit du 16 octobre 2021, au centre de retraite Arkeora, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, Jarad Antonovich, un homme de 46 ans originaire de Lismore, participait à une retraite spirituelle axée sur la guérison et la découverte de soi à travers des pratiques ancestrales amazoniennes. Jarad, qui avait subi des lésions cérébrales dans sa jeunesse, explorait depuis des années des voies de guérison spirituelle. Ses amis et sa famille le décrivaient comme un homme doux, compatissant et profondément engagé dans sa quête de paix intérieure et de compréhension. La retraite, organisée dans la forêt tropicale, faisait partie du Dreaming Arts Festival et était dirigée par Soulor Lor Solaris, connu pour animer des cérémonies spirituelles impliquant des substances psychoactives. L'une des pratiques phares, dirigée par Cameron Kite, consistait en un rituel de Kambo utilisant des toxines de grenouille. Le matin du 16 octobre, Jarad a participé à ce rituel où de petites brûlures sont pratiquées sur la peau pour y appliquer les toxines. Ce processus, censé purifier le corps, provoque souvent des réactions intenses, notamment des vomissements. Peu après, le visage et le cou de Jarad ont enflé, ses yeux sont devenus bouffis et sa respiration est devenue difficile. Malgré l'aggravation de son état, personne n'a sollicité d'aide médicale. Le soir même, Jarad a participé à une cérémonie d'ayahuasca impliquant une puissante décoction hallucinogène. Les participants rapportent souvent des visions vives et des purges intenses. Mais pour Jarad, l'expérience a viré au cauchemar. Au fil de la nuit, son état s'est encore détérioré. Vers minuit, il montrait des signes évidents de souffrance, se plaignant de douleurs dorsales et d'un gonflement important au niveau du cou. Finalement, il s'est allongé près d'un arbre, visiblement en détresse. À minuit 40, les ambulanciers ont finalement été appelés. À leur arrivée, Jarad était inconscient et déjà décédé. De manière choquante, la cérémonie se poursuivait à proximité. Brett Murray, un ambulancier, a plus tard témoigné que les participants étaient évasifs, suggérant initialement que Jarad avait eu une crise d'asthme. Une enquête a révélé la véritable cause du décès. Une déchirure de l'œsophage probablement provoquée par les vomissements violents dus au kambo et à l'ayahuasca. Il est également apparu que les symptômes inquiétants de Jarad avaient été ignorés tout au long de la journée, et personne n'avait pris l'initiative de lui apporter de l'aide à temps. L'enquête, menée en mai 2023, a mis au jour des détails troublants, suggérant une tentative de dissimulation. Solaris et d'autres auraient conseillé aux participants de ne pas mentionner l'utilisation de kambo et d'ayahuasca, des substances illégales à l'époque. Des témoins ont déclaré avoir reçu des instructions pour mentir aux autorités. Lurel Alfunder, une participante, a refusé de suivre la demande de Solaris de persuader le colocataire de Jarad de garder le silence, exposant ainsi les efforts pour dissimuler la vérité. Les témoignages des participants étaient variés, mais il était évident que Jarad avait montré des signes visibles de détresse pendant des heures. Certains témoins, comme Raphaël Lima, ont remarqué son état mais ne l'ont pas jugé préoccupant, tandis qu'une autre participante, Chelsea Hope, a évoqué des réactions parfois intenses, pouvant durer longtemps. Les preuves présentées lors de l'enquête ont pointé vers une négligence manifeste. Le coroner a trouvé des éléments suffisants pour suggérer qu'une personne connue pouvait être tenue responsable de la mort de Jarad en raison de son inaction. Par conséquent, l'affaire a été transmise au directeur des poursuites publiques et l'enquête a été suspendue. Le père de Jarad, Glenn Antonovich, a assisté à toutes les audiences, convaincu qu'il y avait eu une tentative de dissimulation. Lui et d'autres membres de la famille ont cherché des réponses et demandé des comptes. Le coroner a salué leur persévérance et les a remerciés pour leur coopération tout au long de ce processus éprouvant. La mort de Jarad soulève des préoccupations majeures concernant l'utilisation de médecines traditionnelles en dehors de leur contexte culturel indigène. Bien que ces pratiques soient respectées dans leur tradition d'origine, elles peuvent s'avérer dangereuses sans une connaissance approfondie ou une supervision adéquate.
Jill Ann Alto pensait que sa petite fille serait en sécurité. Dans le confort de leur maison à Sonora, en Californie, la petite Kira Alexis Murphy jouait tranquillement dans son parc, tenant un jouet coloré fourni sans aucun avertissement. Mais ce qui semblait être un moment ordinaire dans la maison familiale allait bientôt se transformer en une tragédie inimaginable. Tout cela à cause d'un simple morceau de plastique apparemment innocent provenant d'une promotion populaire de fast-food. Kira, âgée de 13 mois, était la plus jeune des 3 filles de Jill. En tant que mère célibataire, Jill faisait de son mieux pour concilier la vie quotidienne et s'occuper de ses enfants. Une fillette de 5 ans, une de 4 ans et la petite Kira, qui commençait à explorer le monde autour d'elle. Comme de nombreuses familles à travers les États-Unis à la fin de 1999, les Alto avaient participé à la promotion Pokémon de Burger King, une campagne marketing très populaire qui proposait 59 jouets différents logés dans des contenants plastiques colorés en forme de Pokéball. La promotion s'était terminée le 31 décembre 1999. Le matin du 11 décembre 1999, les filles de Jill jouaient. Kira était assise en sécurité dans son parc, entourée de jouets, dont la Pokéball rouge et blanche de Burger King. Convaincue que son bébé était en sécurité quelques minutes, Jill s'éloigna pour prendre une douche, prévoyant de nourrir et habiller Kira peu après. Mais pendant que Jill était absente, la tragédie se déroula silencieusement. Alors que Kira jouait, elle réussit à séparer la Pokéball en 2 moitiés. Par curiosité innocente, elle plaça la moitié rouge sur son visage. Personne n'aurait pu prévoir le défaut mortel du jouet. En inspirant, le morceau de plastique scella étroitement son nez et sa bouche, l'empêchant de respirer. La simple succion créée par sa respiration devint un piège dont elle ne pouvait s'échapper. Lorsque Jill sortit de la douche environ 20 minutes plus tard, la scène qui l'accueillit était le cauchemar de tout parent. Kira gisait inconsciente dans son parc, le plastique rouge recouvrant son petit nez et sa bouche. Jill réussit à retirer le morceau de Pokéball, mais il était trop tard. Sa fille avait suffoqué. Rien ne pouvait la ramener à la vie. Le cauchemar fut encore aggravé par le fait que les 2 autres filles de Kira avaient été témoins des conséquences. Après la mort de Kira, l'attention se tourna vers Burger King et les jouets Pokéball qui semblaient si inoffensifs. L'indignation publique grandit à mesure que les détails sur la gestion de la situation par l'entreprise émergeaient. Russ Rader, porte-parole de la Commission de sécurité des produits de consommation américaine, critiqua Burger King pour sa réponse. L'entreprise refusa initialement de rappeler les Pokéball ou même d'arrêter leur distribution, arguant qu'il n'avait pas encore été prouvé que le jouet était responsable de la mort de Kira. Cette position provoqua une condamnation générale, d'autant plus que l'emballage de chaque jouet indiquait clairement « testé pour la sécurité et recommandé aux enfants de tous âges ». Les régulateurs fédéraux pressèrent tard pour une action, mais Burger King hésita, alimentant encore davantage la colère du public. La tragédie accentua la controverse entourant ce qui avait été la campagne promotionnelle la plus ambitieuse de Burger King. Un investissement de 22 millions de dollars en partenariat avec Pokémon. Initialement célébrée pour avoir attiré de nombreuses familles dans ses restaurants, la campagne se transforma rapidement en cauchemar pour l'entreprise. Les clients étaient déjà frustrés par les fréquentes ruptures de stock et les longues files d'attente. Mais la mort de Kira apporta des défis juridiques, éthiques et financiers d'une toute autre ampleur. Puis, quelques jours avant Noël, un autre incident terrifiant survint. Le 23 décembre 1999, à Leavenworth, Kansas, une fillette de 18 mois échappa de justesse à la mort après avoir failli suffoquer sur un jouet Pokéball similaire. L'épreuve devenait impossible à ignorer. Les jouets furent rappelés, la campagne prit fin et la famille de Kira engagea une action en justice contre Burger King. La mort de Kira n'était pas une tragédie isolée. Elle constituait un avertissement dévastateur sur un défaut de conception mortelle. Un avertissement qui coûta le prix ultime à la famille Alto. Le jouet qui semblait si innocent était devenu un symbole de perte, de chagrin et d'échec corporatif. Pour Jill, la vie ne serait plus jamais la même. C'était le 17 août 2000, à l'usine d'assemblage des fourgons Ford Transit à Southampton, en Angleterre. Cette usine, un site majeur pour la production des célèbres utilitaires, était en pleine effervescence. Parmi les travailleurs se trouvait Christopher Chute, un conseiller technique de 30 ans, employé par Philips Services Europe Ltd, un sous-traitant de l'usine. Le rôle de Christopher était de résoudre les problèmes techniques sur le site. Cependant, ce jour-là, un accident tragique lui coûterait la vie, un événement à la fois évitable et dévastateur. Au centre du système de recyclage de peinture de l'usine se trouvait un réservoir de 100 000 gallons, environ 380 000 litres, conçu pour recueillir et traiter le surplus de peinture pulvérisée afin de le réutiliser. Dès le départ, le système avait connu des problèmes, tombant fréquemment en panne et provoquant des débordements d'un mélange de peinture caoutchoutée à base de solvant utilisé comme sous-couche pour les véhicules. La conception du réservoir présentait des dangers importants. Élevé à 2,4 mètres du sol,
et accessible uniquement par une échelle, son sommet était dépourvu de garde-corps et souvent glissant à cause des résidus de peinture. Malgré ces dangers, aucune amélioration de sécurité majeure n'avait été apportée. Fait alarmant, un incident antérieur avait déjà exposé les risques lorsqu'un autre travailleur était tombé dans le réservoir en le nettoyant. Bien que cet employé ait survécu, c'était un avertissement clair que le réservoir n'était pas sûr. Ce matin-là, Christopher a été appelé pour gérer un énième débordement. De la mousse et de la peinture se répandaient par-dessus le réservoir et l'un de ses couvercles avait été retiré, laissant une ouverture béante. La surface était glissante et l'écart était difficile à voir sous les couches de peinture. Montant à l'échelle, Christopher a marché sur le dessus du réservoir pour examiner le problème. Un collègue se tenait en dessous, observant tandis qu'il se déplaçait avec prudence sur la surface glissante. Tragiquement, Christopher a perdu pied et a glissé par l'ouverture découverte dans le réservoir. Le collègue a tenté de l'aider, tendant la main pour l'attraper, mais la surface était trop glissante. Les équipes d'urgence, y compris les pompiers et les ambulanciers, sont arrivés rapidement. Mais Christopher était inconscient lorsqu'il a été extrait de la cuve. Malgré les premiers secours immédiats, son décès a été prononcé. L'incident a provoqué une onde de choc à travers l'usine et au-delà. Une enquête menée par le Health and Safety Executive, HSE, et la police locale a révélé de graves manquements à la sécurité. L'absence de garde-corps du réservoir, sa conception défectueuse et l'insuffisance des protocoles de sécurité ont été identifiés comme des facteurs majeurs. Ford et ses sous-traitants étaient conscients des risques, mais n'ont pris aucune mesure significative, même après l'incident précédent. L'affaire a été portée devant la Winchester Crown Court, où la Ford Motor Company et deux sous-traitants, Peter Preston et Paul Mackenzie, ont été inculpés en vertu de la loi de 1974 sur la santé et la sécurité au travail, Health and Safety at Work Act. Preston et Mackenzie, responsables de la sécurité des travailleurs, ont d'abord fait face à des accusations plus graves, mais ont par la suite plaidé coupables de ne pas avoir assuré des mesures de sécurité adéquates. Ford a admis avoir enfreint les réglementations de sécurité, reconnaissant qu'elle n'avait pas fourni un environnement de travail sûr. L'entreprise a été condamnée à une amende de 50 000 livres à 300 000 livres pour avoir mis en danger ses employés et à 250 000 livres pour avoir mis d'autres personnes en danger. Il leur a également été ordonné de payer 46 688 livres de frais de justice. Preston et Mackenzie ont chacun été condamnés à une amende de 5 000 livres, une sanction jugée insuffisante par beaucoup compte tenu de la gravité de l'incident. Le juge Stuart McKinnon, qui présidait l'affaire, a condamné l'absence de mesures de sécurité, qualifiant l'accident de totalement inutile et de catastrophe imminente. Bien qu'il ait critiqué les défaillances systémiques de Ford, il a expliqué que les amendes étaient basées sur la situation financière des accusés et n'étaient pas destinées à mesurer la valeur d'une vie humaine. Pour la famille de Christopher, la décision du tribunal n'a apporté que peu de réconfort. Sa sœur Anne Gundry a dénoncé l'injustice perçue, en particulier la décision d'abandonner les accusations plus graves contre Preston et Mackenzie. Elle a exprimé sa frustration que les détails complets de l'affaire n'aient pas été entendus devant la cour. La famille a intenté une action civile contre Ford et les deux entrepreneurs, cherchant à obtenir davantage de responsabilités. Anne a décrit l'incident comme le résultat d'une négligence systémique et a exigé des réponses sur les circonstances qui ont conduit à la mort de son frère. En réponse à la tragédie, Ford a mis en œuvre des changements pour améliorer la sécurité. Des garde-corps ont été ajoutés autour du réservoir et les protocoles de sécurité ont été mis à jour pour prévenir des incidents similaires. Cependant, ces changements sont arrivés trop tard pour Christopher. Sa mort est devenue un sombre rappel des conséquences qui découlent de la négligence de la sécurité au travail. Le 19 septembre 2008, à Edlington, dans le South Yorkshire, en Angleterre, Andrew Lee, un cariste de 33 ans, passait une journée ordinaire entouré de ses proches. Andrew était passionné de cuisine et aimait expérimenter avec des saveurs audacieuses et épicées. Ayant récemment passé un examen médical complet, il était en parfaite santé et plein d'énergie. Mais ce jour-là, sa passion pour les plats relevés allait prendre une tournure tragique. Andrew, qui rêvait de devenir chef, adorait se lancer des défis avec des piments toujours plus forts. Ce jour-là, son père lui offrit des piments rouges cultivés maison. Plutôt que de les utiliser dans une recette classique, Andrew décida d'en faire un défi entre amis. Il défia Michael, le frère de sa petite amie, de concocter la sauce la plus épicée possible. Confiant, Andrew prépara une sauce extrêmement relevée et l'incorpora dans un plat de pâtes. Tout en plaisantant, il mangea une assiette entière et lança le défi à Michael d'en faire autant. L'ambiance était légère et Andrew plaisantait sur la puissance du piment. Même s'il ressentait l'idée d'une brûlure intense, il termina son assiette sans hésitation. Mais plus tard dans la soirée, il commença à ressentir des sensations étranges. Une démangeaison intense se déclara sur tout son corps. Sa petite amie, Samantha Bailey, tenta de l'apaiser en lui grattant le dos pendant qu'il essayait de s'endormir. Vers 2h30 du matin, Andrew était allongé dans son lit, tentant de trouver le sommeil. Samantha, qui était restée à ses côtés, se réveilla soudainement pour le trouver inconscient.
Paniquée, elle appela immédiatement une ambulance, mais à l'arrivée des secours, il était déjà trop tard. Malgré leur tentative de réanimation, Andrew fut déclaré mort sur place. Au départ, la cause de sa mort restait mystérieuse. Une autopsie ne révéla aucune explication évidente. Andrew ne souffrait d'aucune maladie cardiaque et son dernier bilan médical n'indiquait aucun problème de santé. Sa mère, Pamela, eut du mal à accepter ce qui s'était passé. Rapidement, une enquête fut ouverte pour déterminer les circonstances exactes de son décès. L'attention se porte sur la sauce ultra épicée qu'il avait consommée ce soir-là. Les analyses toxicologiques suggérèrent qu'il avait pu souffrir d'une réaction allergique sévère ou d'un problème cardiaque déclenché par l'extrême intensité du piment. Bien que rare, ce type de réaction extrême au piment a déjà été documenté. Certains piments ultra forts, comme le Naga Jolokia, peuvent provoquer des symptômes graves, vomissements, douleurs abdominales intenses et dans des cas exceptionnels, des complications cardiaques. Les experts en santé préviennent que de grandes quantités de capsaïcine, le composé chimique responsable du piquant des piments, peuvent provoquer des réactions dangereuses. À faible dose, la capsaïcine peut stimuler le métabolisme et même avoir des effets antalgiques. Cependant, consommée en excès, comme Andrew l'a fait cette nuit-là, elle peut s'avérer toxique. Certaines études établissent un lien entre la consommation excessive de piments très forts et des lésions gastriques ou, dans de rares cas, des réactions fatales. Dans le cas d'Andrew, la brûlure extrême et les démangeaisons étaient les premiers signes que son corps réagissait mal. Que ce soit une réaction allergique, un problème cardiaque soudain ou un autre facteur, son organisme n'a pas supporté l'intensité de la sauce. Son décès rappelle les dangers liés à la consommation excessive d'aliments extrêmement épicés. L'enquête fut suspendue le temps d'effectuer des analyses complémentaires. L'une des hypothèses envisagées fut une mort par mésaventure. Cependant, pour sa famille, de nombreuses questions restaient sans réponse. Était-ce uniquement à cause du piment ou un problème de santé non détecté a-t-il joué un rôle? Son décès aurait-il pu être évité? Était-ce simplement un accident tragique impossible à prévoir? La disparition d'Andrew est un rappel cruel des limites de ce que notre corps peut supporter. Les défis de piment ultra forts, souvent perçus comme un simple amusement, peuvent en réalité avoir des conséquences dramatiques. Ce qui n'était au départ qu'une compétition amicale s'est terminé en tragédie, laissant une famille en deuil et en quête de réponse. Les experts en santé mettent en garde contre la consommation excessive de piments très forts, surtout en grande quantité. Pour certaines personnes, la réaction du corps face à un niveau extrême de piquant peut être imprévisible et dangereuse. L'histoire d'Andrew est un avertissement clair. Pousser ses limites, même pour rire, peut avoir des conséquences irréversibles. Le 29 janvier 1931, en fin d'après-midi, les voisins et amis s'étaient rassemblés dans la ferme d'Edward et Delphine Hine, près de Grafton, dans le Dakota du Nord. Les Hine organisaient une soirée festive avec dîner, danse, rires et jeux. Une parenthèse bienvenue au cœur d'un hiver rigoureux. Mais au fil de la soirée, un repas innocent allait marquer à jamais l'histoire de l'État. La fête s'acheva avec un repas préparé par Delphine. Parmi les plats servis figurait une salade de pois composée de pois en conserve maison, de mayonnaise, de fromage et de laitue. Mais ces pois, préparés par Delphine elle-même, dissimulaient un danger mortel dont personne, y compris les Huns, n'avait conscience. Le cauchemar commença le lendemain. Arthur Joramby, un fermier de 31 ans, ressentit de violentes douleurs à l'estomac alors qu'il effectuait ses tâches quotidiennes. Il alerta sa famille, qui appela des médecins en urgence, mais rien ne put le sauver. Le samedi, Arthur tomba dans le coma. Les médecins identifièrent bien rapidement la cause de son mal, une intoxication au botulisme provoquée par la toxine botulinique produite par la bactérie Clostridium botulinum. Dans l'après-midi, Arthur succomba aux effets de la toxine. Sa mort marqua le début d'une série tragique. Harry Chapievski, un adolescent en classe de 8e, semblait en bonne santé lorsqu'il joua un match de basket vendredi soir. Pourtant, le lendemain, il était mort. Sa mère, Madame Thomas Chapievski, décéda un jour plus tard, suivie de près par sa meilleure amie, Madame Elmer Stock, également présente à la fête. La famille Hine ne fut pas épargnée. Edward Jr., leur fils de 16 ans, tomba malade le premier et mourut le samedi soir. Delphine elle-même succomba seulement 4 heures plus tard. Le dimanche soir, Edward Sr. et leur fille aînée, Elisabeth, âgée de 20 ans, perdirent également la vie. Geneviève, âgée de 15 ans, décéda tôt le lundi matin. Au total, 13 convives perdirent la vie en 9 jours. Parmi les victimes figuraient des amis de longue date, des proches et des voisins. Les symptômes, vertiges, troubles de la vision et insuffisance respiratoire, révélaient l'avancée inexorable de la toxine.
Ceux qui survécurent, comme Elmer Stock, n'échappèrent à la mort que par hasard. Elmer n'avait pas mangé la salade. Les experts médicaux réagirent rapidement une fois le botulisme identifié comme coupable. Un spécialiste de l'Université de Chicago se rendit à Grafton avec du sérum antitoxique, mais ce traitement était rare, coûteux et efficace uniquement s'il était administré au début de l'intoxication. À son arrivée, la majorité des victimes étaient déjà au-delà de tout espoir. La dernière victime, Winfield Ware, mourut 9 jours après la fête, après une brève amélioration suivie d'une détérioration rapide. 3 des enfants Hein survécurent cependant, Richard 14 ans, Wilfred 12 ans et Marvin 3 ans. Ils furent épargnés uniquement parce qu'ils étaient trop jeunes pour assister à la fête et étaient restés dans leur chambre cette nuit-là. Mais leur survie eut un coût inimaginable, ils perdirent leurs 2 parents et 3 de leurs frères et sœurs en quelques jours. Recueillis par des proches, leur vie fut à jamais bouleversée. Richard, surnommé Dick, dut rapidement grandir. Il quitta le foyer de ses proches pour travailler comme ouvrier agricole, puis fonda plus tard une exploitation laitière prospère dans le Minnesota, où il s'éteignit en 2013 à l'âge de 96 ans. Wilfred, surnommé Bill, travailla dans l'industrie aéronautique en Californie, tandis que Marvin, affectueusement appelé Buddy, retourna dans le Dakota du Nord après avoir servi pendant la Seconde Guerre mondiale et se lança dans le commerce des céréales. Malgré leur résilience, le traumatisme de la tragédie les accompagna toute leur vie. Le souhait poignant de Dick de sauver l'alliance de mariage de leur mère, afin qu'ils conservent un souvenir d'elle, témoignait de la profondeur de leur perte. Cette tragédie fut sans précédent dans l'histoire de Grafton et de l'Amérique du Nord. Les habitants pleurèrent les victimes lors de funérailles qui s'étalèrent sur 4 jours, pendant lesquels les commerces fermèrent et une période de deuil fut décrétée. La peur se propagea, poussant les ménagères à jeter leurs conserves maison, certaines vidant même leurs garde-manger malgré les difficultés économiques de la Grande Dépression. Pendant des mois, des familles ne consommèrent que des aliments simples comme du pain grillé et du thé, craignant des dangers invisibles dans leur nourriture. Malgré la douleur, cette catastrophe servit de leçon. Elle mit en lumière l'importance des bonnes pratiques de conservation alimentaire, notamment la stérilisation et l'utilisation d'autocuiseurs pour les aliments peu acides. Bien que le botulisme reste rare, la tragédie de Grafton rappelle son potentiel meurtrier. Aujourd'hui, les avancées en matière de sécurité alimentaire et d'éducation visent à prévenir de telles catastrophes. Mais le souvenir de la fête des pois empoisonnés demeure un avertissement gravé dans l'histoire d'une ville qui ne pourra jamais oublier. En mars 2010, Jenny Mitchell, une coiffeuse à domicile de 19 ans originaire de Shaftesbury dans le Dorset, voyait sa carrière décoller rapidement. Malgré son jeune âge, elle faisait des progrès remarquables. Mais le 9 mars 2010, un incident dévastateur mit fin à ses rêves et les circonstances demeurent mystérieuses. Connue pour son caractère enjoué et son ambition, Jenny travaillait comme coiffeuse mobile pour le salon Slick & Chic à Blandford. En dehors du travail, elle aimait l'équitation et le surf. Elle était fiancée à Russell Andrews, un ouvrier agricole de 21 ans. Le couple, fiancé quelques mois plus tôt, prévoyait de se marier en mars 2011, un jour avant le 21e anniversaire de Jenny. Mais leur relation prit fin et leurs fiançailles furent rompues. Le matin du 9 mars 2010, Jenny s'était rendue à la caravane qu'elle partageait avec Russell pour récupérer ses affaires. Le couple avait récemment mis fin à leur relation et elle retournait vivre chez ses parents. Peu après avoir quitté la ferme, elle conduisait sa Mini Cooper argentée sur une route de campagne tranquille près de Stalbridge Common lorsque l'impensable se produisit. Des témoins rapportèrent avoir entendu une explosion sourde suivie de flammes jaillissant des fenêtres de la Mini. Le véhicule, en flammes, quitta la route avant de s'immobiliser. 2 ouvriers du bâtiment à proximité, Jan Kadzovka et Paweł Kubala, accoururent pour tenter de l'aider. Dans leurs témoignages, ils décrivirent avoir entendu l'explosion et vu la voiture en feu. Malgré leurs efforts héroïques pour ouvrir les portières et secourir Jenny, les flammes intenses les empêchèrent d'agir. Tragiquement, ces cris s'estompèrent avant que le feu ne consume entièrement le véhicule. Les services d'urgence furent appelés sur place, mais il était trop tard. Les pompiers éteignirent les flammes et découvrirent le corps de Jenny à l'intérieur. Le véhicule était devenu un brasier en quelques secondes, laissant peu d'éléments pour déterminer la cause exacte de l'explosion. Cependant, un détail revenait sans cesse dans les discussions des autorités et de la famille de Jenny. En tant que coiffeuse, Jenny possédait de nombreux produits de coiffure, dont plusieurs étaient hautement inflammables.
On savait avec certitude que son matériel de coiffure se trouvait dans la voiture. Parmi ces produits, il y avait du peroxyde d'hydrogène, utilisé pour décolorer les cheveux. On pensa alors qu'une bouteille qui fuyait aurait pu libérer des vapeurs qui, en se mélangeant à l'oxygène après l'ouverture d'une fenêtre, auraient créé un environnement instable. Jenny étant fumeuse, il fut également suggéré qu'un simple geste pour allumer une cigarette aurait pu déclencher l'explosion catastrophique. Toutefois, une enquête révéla des éléments contradictoires. Certains experts en criminalistique craignirent que le peroxyde d'hydrogène ne soit qu'une fausse piste, une information trompeuse ou distrayante. L'attention se tourna alors vers la possibilité d'une fuite de carburant ou de vapeur provenant d'autres produits de coiffure stockés dans la voiture. Malgré une enquête approfondie, aucune cause définitive ne fut établie. Le coroner enregistra un verdict ouvert, déclarant que la source de l'ignition pouvait être une cigarette allumée ou une étincelle électrique, mais que les circonstances exactes restaient inconnues. Les parents de Jenny, Bob et Pauline Mitchell furent dévastés. Ils décrivirent leur fille comme une jeune femme belle et ambitieuse qui ne se laissait jamais abattre par les défis. Ils reçurent un flot de condoléances de la part d'amis, de proches et d'inconnus, y compris des messages sincères de personnes que Jenny avait aidées par le passé. Après cette tragédie, les parents de Jenny lancèrent un avertissement aux autres coiffeurs sur les dangers liés au transport de produits chimiques volatiles comme le peroxyde d'hydrogène. Ils exhortèrent les professionnels à manipuler ces substances avec une extrême prudence pour éviter des accidents similaires. Malgré leur chagrin, ils espéraient sensibiliser les gens et épargner à d'autres familles la douleur qu'ils subissaient. Les funérailles de Jenny, organisées au crématorium de Yeovil, rassemblèrent une grande foule de proches et d'amis. La réception eut lieu au Copple Ridge Inn, l'endroit qui avait été réservé pour son mariage. Ce jour marqua à la fois un rappel poignant de sa perte et une célébration d'une vie marquée par la joie, l'amour et la gentillesse. Le 30 juillet 2005, à Benidorm, en Espagne, Mildred Bowman, 62 ans, et Alice Wardle, 68 ans, deux sœurs originaires de Gateshead, en Angleterre, venaient d'arriver pour des vacances tant attendues au Levant Club Apartments. Ces voyages en Espagne étaient une tradition régulière pour elles. Veuves et grand-mères, elles appréciaient ces séjours relaxants. Les sœurs avaient prévu de retrouver le lendemain la fille d'Alice, son mari et leurs deux enfants. Mais lorsqu'ils sont arrivés au lieu de rendez-vous, Mildred et Alice étaient absentes. L'inquiétude s'est rapidement installée, car les deux femmes étaient connues pour leur ponctualité et leur fiabilité. Durant les jours suivants, leur famille a cherché partout dans Benidorm, visitant leurs endroits habituels et interrogeant les habitants, mais aucune trace d'elles n'a été trouvée. Au Levant Club Apartments, le personnel de l'hôtel a remarqué que la porte de leur chambre restait fermée et intacte depuis plusieurs jours. Le 4 août, un technicien de maintenance est entré dans la chambre pour enquêter. Ce qu'il a découvert allait le marquer à jamais. Mildred et Alice ont été retrouvées sans vie sous l'imposante structure en bois d'un lit escamotable. Ce lit, censé être solidement fixé au mur, s'était détaché et s'était effondré sur elles pendant leur sommeil. Piégées sous son poids, elles y sont restées coincées. Les indices ont révélé qu'elles avaient probablement été bloquées là pendant 4 jours. Incapables de se libérer, elles ont vécu une agonie lente et douloureuse, des blessures sur leurs mains témoignant de leur tentative désespérée pour s'échapper. Une enquête menée par le coroner de Gateshead, Terence Carney, a révélé les circonstances tragiques de l'incident. Les vis fixant le cadre du lit étaient trop petites pour les chevilles du mural, ce qui a conduit au détachement et à la chute du lit. Le coroner Carney a qualifié ces décès de totalement évitables, insistant sur le fait qu'une installation correcte aurait empêché ce drame. Ces conclusions ont bouleversé la famille des sœurs, qui espérait obtenir justice et responsabilité. Cependant, un tribunal espagnol avait déjà innocenté la direction de l'établissement quelques mois auparavant, jugeant que le complexe n'était pas directement responsable de la mauvaise installation du lit. Cette décision a accentué le chagrin de la famille. Les enfants de Mildred, Paul, John et Carol Gregory, étaient dévastés et révoltés. Malgré leurs efforts acharnés pour tenir la direction du complexe responsable, aucune action n'a été entreprise. Paul a exprimé son indignation, soulignant l'injustice de voir sa mère et sa tante subir une souffrance inimaginable sans qu'aucun responsable ne soit désigné pour cette tragédie évitable. Ce drame a suscité des discussions plus larges sur la sécurité dans les hôtels et les responsabilités des opérateurs touristiques. La fille de Mildred, Carol, a insisté sur la nécessité de réformes pour prévenir de futurs incidents, affirmant qu'un tel événement ne devrait jamais se reproduire. Elle a exhorté à prendre des mesures pour protéger les voyageurs. La famille a également affronté une bataille juridique difficile avec l'opérateur touristique Thomas Cook. Bien que l'entreprise ait initialement proposé une indemnisation, elle s'est rétractée, invoquant le temps écoulé depuis l'incident. Ce revirement a laissé la famille se sentir abandonnée et impuissante dans sa quête de justice.
Un porte-parole de Thomas Cook a exprimé ses condoléances, mais qu'aucun accord n'avait été trouvé malgré les efforts déployés. Lors de l'enquête à Gateshead, le coroner Carney a réaffirmé que la tragédie était due à l'utilisation de vis inappropriées. Il a décrit ces décès comme évitables, soulignant l'importance de mesures de sécurité adéquates dans les hébergements. Malgré leurs efforts incessants, la famille a fait face à de nombreux obstacles juridiques et bureaucratiques. Elle a appelé à des réglementations plus strictes dans l'industrie du tourisme pour protéger les voyageurs. Leur plaidoyer illustre comment la négligence peut entraîner des conséquences dévastatrices, même dans des environnements en apparence sûrs. La famille continue d'honorer la mémoire de Mildred et Alice. Leur histoire est un avertissement sur les conséquences de l'inaction et la nécessité de responsabiliser les acteurs pour garantir la sécurité des visiteurs. Elle témoigne aussi de la résilience d'une famille déterminée à obtenir justice malgré une perte immense. Les décès de Mildred Bowman et Alice Wardle rappellent tragiquement comment des erreurs évitables peuvent entraîner des conséquences fatales. Leur histoire soulève des questions cruciales. Des mesures de sécurité renforcées auraient-elles pu les sauver? Que peut-on faire pour responsabiliser davantage ceux qui négligent ces mesures? Ces questions alimentent l'appel à des changements, incitant l'industrie à placer la sécurité au cœur de ses priorités pour tous les voyageurs. Sur un tronçon tranquille de la route US 33 dans l'Indiana, lors d'une soirée d'été en 1978, ce qui aurait dû être un simple contretemps se transforma en une tragédie horrifiante. 3 jeunes femmes, pleines de vie, de projets et de promesses, furent brièvement arrêtées sur le bord de la route. L'instant suivant, elles avaient disparu, victimes d'un accident que très peu de gens dans le monde auraient pu anticiper. La raison pour laquelle leur accident devint mortel allait plus tard mettre l'un des plus grands constructeurs automobiles américains sous le feu des critiques. Les sœurs Judy Ulrich, 18 ans, et Lynn Ulrich, 16 ans, ainsi que leur cousine Donna Ulrich, également 18 ans, conduisaient ensemble une Ford Pinto de 1973. Ce jour-là, Judy conduisait Lynn et Donna à un match de volley-ball sans se douter qu'un simple arrêt pour ajuster un bouchon de réservoir desserré les placerait directement en danger. À un moment de leur trajet, Judy avait garé la Pinto sur l'accotement de la US 33. Elle devait serrer le bouchon de carburant après avoir fait le plein, une tâche mineure qui n'aurait dû prendre que quelques instants. Mais dans ces quelques instants, alors que la voiture était immobile sur le bord de la route, le désastre survint. Sans avertissement, un grand van conduit par Robert Dugard, 21 ans, percuta l'arrière de leur Pinto. L'impact fut léger, mais ce qui aurait dû être une collision arrière survivable se transforma en catastrophe. Au moment de l'impact, le réservoir de carburant de la Pinto se rompit et commença à fuir. En un instant, l'essence prit feu, embrasant la petite voiture. Lynn et Donna n'avaient aucune chance. Prisonnières dans la voiture en flammes, les 2 jeunes femmes périrent dans l'incendie. Quant à Judy, elle fut transportée d'urgence à l'hôpital, le corps couvert de brûlures graves. 9 heures plus tard, elle succomba à ses blessures. La violence de l'explosion était choquante, mais les circonstances qui la provoquèrent allaient bientôt susciter une indignation encore plus grande. Les enquêtes se tournèrent rapidement vers la conception de la Pinto, en particulier le placement de son réservoir d'essence. Le réservoir était monté juste derrière l'essieu arrière et en dehors du cadre protecteur de la voiture, ce qui le rendait vulnérable lors des collisions arrière. Dès 1974, des rumeurs circulaient déjà à l'intérieur et à l'extérieur de Ford Motor Company, concernant des accidents enflammés impliquant la Pinto. Mais l'accident des Ulrich devint l'un des plus dévastateurs et scruté publiquement. La tragédie prit une tournure encore plus cruelle l'année suivante. Les parents de Judy et Lynn Ulrich reçurent un avis de rappel de Ford. Mais il arriva trop tard. Leurs filles étaient déjà mortes. Ford avait longtemps nié connaître un défaut de conception sérieux sur la Pinto. Mais cette affirmation fut finalement démentie devant la justice. Des documents internes de Ford révélèrent que les dirigeants de l'entreprise étaient au courant depuis des années de la vulnérabilité du réservoir. Pire encore, des analyses coûts-bénéfices menées par Ford suggéraient qu'il serait moins coûteux de régler d'éventuels procès que de redesign le réservoir ou d'améliorer la sécurité. Les conséquences de la tragédie des Ulrich et d'autres accidents enflammés similaires déclenchèrent une vague de procès contre Ford. L'indignation publique croissait à mesure que les preuves s'accumulaient, montrant que la société avait priorisé les profits sur les vies humaines. En 1978, sous une pression croissante et face à une enquête gouvernementale, Ford annonça un rappel massif de 1 500 000 véhicules Pinto. Le rappel concernait tous les modèles Pinto de 1971 à 1976, à l'exception des breaks, et incluait 30 000 Mercury Bobcat avec le même système de carburant. Le rappel faisait suite à un accord entre Ford et la National Highway Traffic Safety Administration qui se préparait à des auditions publiques après avoir déterminé l'existence d'un défaut de sécurité dans le système de carburant de la Pinto. Les auditions furent annulées après le rappel, mais les dommages à la réputation de Ford étaient déjà faits.
La controverse Pinto devint un scandale emblématique dans l'histoire automobile américaine. Elle souleva des questions durables sur la responsabilité des entreprises, la sécurité des produits et la valeur de la vie humaine face au profit. La production de la Ford Pinto prit fin après le modèle 1980. Aujourd'hui, la Ford Pinto est souvent comparée au controversé Cybertruck, les deux véhicules étant devenus des symboles des préoccupations en matière de sécurité et de la réaction du public. Pour les familles de Judy, Lynn et Donna Ulrich, la perte fut irréversible. L'avis de rappel arrivé dans leur boîte aux lettres fut un rappel obsédant de ce qui leur avait été enlevé et qu'une autre issue aurait pu être possible dans des circonstances légèrement différentes. Le 26 juillet 2016, à Lake Township, dans le Michigan, une tragédie a frappé une petite entreprise agricole, laissant une jeune famille dévastée. La victime était Robert Herweyer, 23 ans, un homme récemment marié qui allait devenir père dans quelques jours. Ce qui avait commencé comme une journée de travail ordinaire à la société AgriScience Technology s'est terminé par un incident dévastateur qui a ébranlé ses proches et la communauté locale. Robert, connu pour sa nature aimable, avait un avenir prometteur. 8 mois plus tôt, en novembre 2015, il avait épousé Joy. Et ensemble, ils se préparaient à accueillir leur premier enfant. Le couple venait d'emménager dans sa nouvelle maison, attendant avec impatience l'arrivée du bébé. Robert, ancien athlète au lycée, aimait les activités de plein air comme la pêche et la chasse et était apprécié pour son énergie positive et son sens de l'humour. Ce jour-là, Robert était chargé de nettoyer une grande cuve en plastique contenant de la mélasse diluée, un liquide épais et collant couramment utilisé en agriculture. Le réservoir, d'environ 3,6 mètres de haut, avait été partiellement vidé, mais à mesure que le niveau du liquide baissait, le pompage devenait difficile. Toujours prêt à aider, Robert s'est porté volontaire pour entrer dans la cuve afin d'ajuster une vanne. Il portait des cuissardes de protection et un masque de sécurité, pensant qu'il le protégerait de tout danger. Avec l'aide d'un chariot élévateur et de sangles, Robert a été descendu dans l'espace confiné. Au début, tout s'est bien passé et il a ajusté la vanne sans problème. Mais alors qu'il commençait à remonter, quelque chose a mal tourné. Selon Kevin De Herrera, un collègue qui l'assistait, Robert a soudainement cessé de bouger. Malgré les tentatives de Kevin pour l'appeler, Robert est resté sans réaction, debout et immobile près de la paroi de la cuve. Kevin a essayé de le hisser avec les sangles, mais n'y est pas parvenu. Réalisant la gravité de la situation, Kevin a couru chercher de l'aide. Le propriétaire de l'entreprise, David Alexander, a rapidement réagi. À l'aide d'une scie électrique, David et Kevin ont découpé un trou dans la paroi de la cuve pour atteindre Robert, qui avait glissé dans la mélasse. Il a fallu plusieurs minutes pour le sortir, pendant lesquelles Robert a été submergé dans le liquide dense. Le temps était compté et chaque seconde était cruciale. Une fois Robert sorti, son masque a été retiré et ses collègues ont commencé la réanimation cardio-respiratoire, RCR. Les premiers intervenants sont arrivés peu après et l'ont transporté à l'hôpital communautaire de Holland. Malgré tous leurs efforts, Robert n'a pas pu être réanimé et son décès a été prononcé. La nouvelle a été dévastatrice, surtout pour Joy, qui n'était qu'à une semaine d'accoucher. Le père de Robert, Brian Herweyer, a exprimé l'immense chagrin de la famille, affirmant que Robert avait tant de raisons de vivre, en particulier son enfant. Ses amis et proches se sont souvenus de lui comme d'une personne qui apportait de la joie aux autres et se souciait sincèrement d'eux. Une enquête menée par la Michigan Occupational Safety and Health Administration, MIOSHA, a été ouverte pour déterminer la cause de l'accident et si les protocoles de sécurité avaient été suivis. Des inquiétudes ont été soulevées quant à l'équipement de protection utilisé par Robert et sa suffisance pour la tâche. Des spéculations ont également émergé concernant le rôle des émanations à l'intérieur de la cuve. La mélasse peut libérer des gaz dans des espaces confinés, réduisant les niveaux d'oxygène et pouvant potentiellement provoquer des vertiges ou une perte de conscience. Il n'a pas été clairement établi si cela a contribué à l'évanouissement de Robert ou si un autre facteur était en cause. La cause officielle du décès a été déterminée comme étant la noyade. Les examens médicaux ont confirmé que Robert avait inhalé de la mélasse alors qu'il était submergé. Ce détail a souligné la gravité des risques liés à sa tâche et la nécessité d'améliorer les mesures de sécurité. Après l'accident, la famille et les amis de Robert se sont unis pour soutenir Joy et le bébé à naître. Une page GoFundMe, mise en place par sa belle-sœur, a permis de collecter plus de 12 000 $ en quelques jours pour couvrir les frais funéraires et fournir une aide financière. Les messages de condoléances ont afflué de toute la communauté, reflétant l'impact qu'il avait eu sur son entourage. Le 30 juillet, un service funèbre a eu lieu à l'église réformée Uni Bethany. Famille, amis et collègues se sont réunis pour honorer la vie de Robert, partageant leur chagrin et leurs souvenirs du jeune homme qui avait touché tant de vies. Nous sommes le 5 octobre 2020 dans la ville de Jixi, au nord-est de la Chine. Une famille de 12 personnes se réunit pour le petit déjeuner, une matinée ordinaire en apparence. Ils préparent du Swan Tangzi, un plat local à base de nouilles de farine de maïs fermentée.
Ces nouilles avaient été fabriquées un an plus tôt et conservées au congélateur. En les décongelant et en les réchauffant ce matin-là, personne ne se doutait du drame qui allait suivre. 9 membres de la famille mangent le Suan Tangzi, tandis que 3 autres, plus jeunes, refusent d'en manger après avoir remarqué un goût étrange. Quelques heures plus tard, ceux qui ont consommé les nouilles commencent à ressentir de violents symptômes: nausées, vomissements, douleurs abdominales et grande faiblesse. Tous les 9 sont transportés d'urgence à l'hôpital. 7 d'entre eux meurent avant le 10 octobre. 2 autres, dont une femme de 47 ans nommée Lee, succombent 2 jours plus tard. Le 12 octobre, les 9 personnes ayant mangé les nouilles sont toutes décédées. Les analyses révèlent la cause: une intoxication alimentaire due à l'acide boncréquique, une toxine produite par la bactérie Burkholderia gladioli qui peut se développer dans des aliments fermentés comme les nouilles de farine de maïs. Pire encore, il est résistant à la chaleur, ce qui signifie que la cuisson ou le réchauffage ne le détruisent pas. Les nouilles maison avaient été conservées au congélateur pendant près d'1 an. Au fil du temps, le processus de fermentation a mal tourné, favorisant la prolifération de cette bactérie et la production de la toxine mortelle. L'acide boncréquique attaque des organes vitaux comme le foie, les reins, le cœur et le cerveau. Les symptômes apparaissent en quelques heures et comprennent de violentes douleurs abdominales, des vomissements et une grande faiblesse. Sans traitement immédiat, il peut provoquer une défaillance organique et entraîner la mort en moins de 24 heures. Des analyses des nouilles et des fluides gastriques des victimes ont finalement révélé de fortes concentrations d'acide boncréquique. Ce drame a profondément choqué la communauté. Les autorités ont confirmé qu'il s'agissait d'une intoxication accidentelle due à des nouilles fermentées avariées. Les services de santé ont rapidement émis des alertes pour éviter de consommer des aliments fermentés à base de riz ou de farine mal conservée. Ils ont également mis en garde contre l'utilisation de maïs moisi ou détrempé. Cette tragédie a mis en lumière les dangers d'une mauvaise conservation des aliments. Lorsque la famille osa congeler son Suan Tangzi, elle ne se doutait pas que la congélation prolongée pouvait favoriser la formation de toxines dangereuses. La congélation ralentit la croissance des bactéries, mais ne les tue pas toutes, et certaines peuvent se réactiver lors de la décongélation, produisant des toxines comme l'acide boncréquique. Même si les nouilles ont été réchauffées avant d'être consommées, cela n'a eu aucun effet sur la toxine, car elle résiste aux températures élevées. Le stockage prolongé des nouilles a été un facteur clé de cette tragédie. La combinaison entre la fermentation de la farine de maïs et une congélation inadéquate a créé les conditions idéales pour le développement de Burkholderia gladioli et la production d'acide boncréquique. Le goût étrange des nouilles aurait pu être un indice que quelque chose n'allait pas. Bien que le goût seul ne permette pas de détecter une contamination toxique, il peut être un signe d'alerte. La décision des jeunes membres de la famille de ne pas en manger leur a sauvé la vie. La mort de 9 membres d'une même famille a profondément bouleversé leur communauté. Ce drame rappelle les dangers des aliments mal stockés. Si l'intoxication alimentaire est un risque bien connu, celle liée à l'acide boncréquique est bien plus rare et méconnue du grand public. En réaction, les autorités sanitaires chinoises ont lancé des campagnes de sensibilisation pour alerter sur les dangers des aliments fermentés mal conservés. Le gouvernement a publié des règles de sécurité alimentaire, notamment en déconseillant la fermentation artisanale sans un strict respect des conditions d'hygiène et de stockage. La tragédie de cette famille de Jixi City est un rappel cruel de l'importance d'une bonne conservation et manipulation des aliments. Elle met en lumière les risques mortels liés aux aliments fermentés avariés et la nécessité d'une plus grande sensibilisation aux pratiques de sécurité alimentaire. La douce joie de l'enfance s'est transformée en tragédie en un instant, alors qu'une petite fille savourait une confiserie mondialement connue. Mais comment une friandise peut-elle devenir si dangereuse? La fillette de 3 ans, dont le nom n'a pas été rendu public, se trouvait dans la région de Saint-Guélix-le-Château, dans le sud-ouest de la France, lorsque le drame s'est produit. Elle était en visite avec sa mère et, comme beaucoup d'enfants de son âge, était ravie de déguster un œuf Kinder Surprise, cette célèbre friandise au chocolat connue dans le monde entier pour le petit jouet caché à l'intérieur. Ce jour-là, alors qu'elle était à Toulouse avec sa mère, la petite fille parvint à accéder au jouet dissimulé dans l'œuf en chocolat. Selon les rapports, il s'agissait d'un petit jouet à roulettes, le type que l'on retrouve dans de nombreux produits Kinder Surprise. Tragiquement, le jouet, ou une de ses pièces, se détacha. Dans un bref moment terrifiant, la fillette porta la petite roue en plastique à sa bouche, tentant de la manger. La pièce se logea dans sa gorge, obstruant ses voies respiratoires. La panique s'empara rapidement de tous alors que l'enfant peinait à respirer. Sa mère et sa famille réagirent avec horreur, faisant tout ce qu'ils pouvaient pour la sauver. Le grand-père arriva rapidement sur les lieux et parvint à extraire l'objet de sa gorge. Mais le mal était déjà fait. La petite fille avait perdu connaissance et était tombée dans le coma. Les pompiers réussirent à la réanimer sur place, donnant un mince espoir à sa famille dévastée.
Elle fut transportée d'urgence dans un hôpital de Toulouse. Mais malgré les efforts des secours, la fillette avait subi de graves lésions cérébrales dues au manque d'oxygène. Après plusieurs jours dans le coma, elle décéda le samedi soir, entourée de sa famille en deuil. L'autopsie confirma plus tard la cause tragique du décès, asphyxie mécanique due à l'obstruction des voies respiratoires. L'affaire suscita rapidement une attention internationale et raviva les inquiétudes concernant la sécurité des jouets à l'intérieur des œufs Kinder Surprise. Bien que cette friandise soit adorée par les enfants du monde entier, elle a depuis longtemps été critiquée par les experts en sécurité à cause des petites pièces détachables cachées à l'intérieur. En réalité, les œufs Kinder Surprise sont interdits depuis des années aux États-Unis en raison du risque d'étouffement lié aux jouets dissimulés dans les aliments. À la suite de la tragédie, le parquet français a ouvert une enquête complète afin de déterminer si le jouet ayant provoqué la mort de la fillette provenait effectivement d'un œuf Kinder Surprise. L'enquête visait à savoir s'il y avait eu un défaut de fabrication ou si le jouet avait été utilisé d'une manière contraire à sa destination initiale. En réponse, Ferrero, la société italienne derrière Kinder Surprise, a exprimé sa profonde tristesse face à l'incident. Dans un communiqué, l'entreprise a présenté ses sincères condoléances à la famille de la fillette et s'est engagée à coopérer pleinement avec les enquêteurs. Ferrero a souligné que la sécurité de ses consommateurs, en particulier celle des enfants, restait sa priorité numéro 1, précisant que ces produits sont testés au-delà des exigences réglementaires. Pourtant, pour cette famille en France, aucune enquête ni aucun message de condoléances ne pourrait jamais effacer ce qui s'était passé. La perte d'une petite fille joyeuse dont la vie s'est terminée bien trop tôt. Le 27 janvier 2023, au centre de Londres, Kevin Holding, un entrepreneur de 60 ans, effectuait l'entretien quotidien d'un urinoir pop-up. Cette tâche était courante pour Holding, qui travaillait pour la société High-Tech Washroom Solutions Limited. Il se trouvait à Cambridge Circus, une zone animée où Shaftesbury Avenue rencontre Charing Cross Road, juste en dehors du Palace Theatre, où était jouée la pièce Harry Potter and the Cursed Child. Kevin Holding, père de 3 enfants et originaire de Beckenham dans le sud-est de Londres, était connu pour son dévouement au travail et à sa famille. Le conseil municipal de Westminster avait introduit les urinoirs pop-up à Londres il y a environ 20 ans pour répondre aux préoccupations relatives à l'hygiène publique. Ces dispositifs restent souterrains pendant la journée et remontent hydrauliquement la nuit. Ce jour-là, Holding s'assurait qu'un de ses urinoirs fonctionnait correctement. Il avait commencé à travailler entre 10h et 10h30 et avait été sur place pendant plusieurs heures sans incident. Vers 13h, alors qu'il finissait son travail, l'urinoir s'est soudainement effondré. Cet accident tragique a été capturé par les caméras de vidéosurveillance. Le lourd mécanisme hydraulique l'a piégé en dessous, lui causant des blessures graves. Les passants choqués dans le West End animé ont été témoins de l'événement horrifiant. Les services d'urgence ont été immédiatement appelés et la réponse a été rapide. Des équipes ambulancières, 4 camions de pompiers, 25 pompiers et un hélicoptère ont rapidement pris la route, les premiers intervenants arrivant sur place à 13h05. La police est arrivée peu après, bouclant la zone pour gérer la foule grandissante. Malgré l'arrivée rapide des secours, il y a eu un retard important dans l'accès à l'équipement nécessaire pour soulever la lourde structure. Un véhicule spécialisé n'est arrivé qu'après 15 heures. Pendant plus de 2 heures, les secours ont lutté pour libérer Holding. Les pompiers ont utilisé un treuil et d'autres outils pour soulever la structure, tandis que les témoins anxieux suivaient les efforts intenses pour le sauver. À 15h40, Holding a enfin été libéré, mais il était trop tard. Il a été déclaré mort sur les lieux. Une autopsie a plus tard confirmé que la cause du décès était une asphyxie par compression. Kevin Holding a été identifié grâce à sa carte Oyster, un pass de transport public. Sa disparition soudaine a dévasté sa famille. Sa compagne et ses 3 enfants étaient bouleversés par la perte de cet homme qu'il décrivait comme l'âme de la famille. Sa fille a partagé une photo émouvante de lui avec sa petite fille, écrivant « Elle te connaîtra comme le meilleur grand-père du monde entier ». Une enquête sur la mort de Holding a eu lieu au tribunal des coroner de l'Ouest de Londres. La coroner, le professeur, Fiona Wilcox, a présenté ses condoléances à la famille et a reconnu les circonstances tragiques. L'enquête a révélé un problème critique. Le retard dans l'arrivée du véhicule nécessaire pour soulever l'urinoir. Ce retard a été noté comme un problème majeur dans la réponse des secours. Le conseil municipal de Westminster a ensuite publié une déclaration exprimant ses plus sincères condoléances aux proches de Holding. Ils ont assuré au public qu'une enquête complète était en cours pour comprendre les événements ayant conduit à l'incident. La Health and Safety Executive, HSE, a également lancé une enquête pour examiner les protocoles de sécurité. La famille de Holding, notamment sa fille Carly, a exprimé sa frustration quant à la gestion de l'après-accident par les autorités. Dans une interview avec la BBC, elle a décrit son père comme étant la colle qui tenait la famille ensemble et a critiqué le manque de soutien et de communication claire des responsables. Elle a insisté sur le fait qu'aucune famille ne devrait endurer un tel traitement.
Cet événement tragique soulève des questions urgentes sur la sécurité et la réponse d'urgence. La vie de Kevin Holding aurait-elle pu être sauvée si l'équipement était arrivé plus tôt? Comment les protocoles d'entretien et les mesures de sécurité des travailleurs peuvent-ils être améliorés pour éviter des accidents similaires? Quelles mesures peuvent être prises pour garantir des réponses d'urgence plus rapides et plus efficaces à l'avenir? La perte de Kevin Holding montre les risques inattendus qui peuvent surgir dans les métiers de tous les jours. Elle souligne l'importance d'améliorer les normes de sécurité et la préparation aux urgences pour protéger les travailleurs. Pour sa famille, la douleur de sa disparition est incommensurable et leur quête de réponse et de justice continue. Cette tragédie est un appel pour de meilleures mesures de sécurité et un traitement plus humain des familles des victimes. Meilleurs amis depuis leurs années au lycée Pope, Francis Daniel Brom et John Kemper Hutcherson partageaient un lien qui avait résisté aux épreuves du temps et aux changements de la vie. Mais en 2004, une tragédie inimaginable bouleversa leur vie et marqua à jamais la communauté de Marietta, en Géorgie. En 2004, John Kemper Hutcherson avait 21 ans et Francis Daniel Brom, affectueusement surnommé Frankie, en avait 23. Les deux s'étaient proches depuis des années. Le samedi soir, 28 août 2004, ils décidèrent de passer la soirée dans un bar local. Alors que la nuit avançait, et après avoir consommé une grande quantité d'alcool, Frankie commença à se sentir mal et voulut rentrer chez lui. Les amis partirent ensemble, John prenant le volant de son pick-up, bien qu'il soit en état d'ivresse. Pendant le trajet, Frankie se pencha par la fenêtre côté passager, probablement dans l'espoir que l'air frais apaiserait son malaise. Ce geste apparemment anodin eut des conséquences dévastatrices. À un peu plus d'1 kilomètre du bar, le camion dérapa hors de la route et heurta un câble de soutien de poteau électrique à un angle prononcé. La tête de Frankie, qui dépassait encore de la fenêtre, fut décapitée par l'impact. Ce fut un accident atroce, mais l'horreur ne s'arrêta pas là. John, tellement ivre qu'il ne réalisa pas ce qui était arrivé à Frankie, continua de conduire. Dans un état second, il parcourut près de 20 kilomètres jusqu'à chez lui, gara le camion dans son allée, le corps sans tête de son meilleur ami toujours à l'intérieur, puis alla se coucher dans ses vêtements ensanglantés. La découverte macabre fut faite le lendemain matin par un voisin qui se promenait avec son enfant. La vue du corps inerte de Frankie, toujours assis sur le siège passager du camion, entraîna un appel immédiat aux autorités. La police retrouva plus tard John dans sa maison, endormi dans ses vêtements tachés de sang. Désorienté par l'alcool et choqué par l'incident, il était visiblement plein de remords, mais il était trop tard pour réparer l'irréparable. Les enquêteurs retrouvèrent la tête de Frankie à l'endroit de l'accident, le long de la route. Le taux d'alcoolémie de John était estimé à plus du double de la limite légale au moment de l'accident. Cette perte fut un choc profond pour les familles Brom et Hutcherson qui étaient proches. Les deux familles luttèrent pour donner un sens à cette tragédie. Malgré leur douleur, la famille de Frankie plaida publiquement pour de la clémence envers John, considérant l'accident comme une erreur catastrophique plutôt qu'un acte délibéré. Cathy Brom, la mère de Frankie, s'appuya sur sa foi, affirmant que celle-ci les aiderait à surmonter cette épreuve. La communauté de Louisville, où Frankie avait passé ses premières années, fut également touchée. Enseignants, camarades de classe et voisins se souvenaient de lui comme d'un être aimé qui avait laissé une impression durable. Des cérémonies commémoratives furent organisées à Louisville et à Marietta pour honorer sa vie et la joie qu'il apportait à ceux qui l'avaient connu. Le fonds de bourse commémorative Frankie Brom fut créé en son nom pour soutenir les élèves de l'école catholique Saint-Bernard, reflétant les valeurs et l'héritage qu'il avait laissé. Frankie est rappelé comme un homme plein de vie, profondément aimé par sa famille et ses amis et chéri pour sa soif de vivre. John, accusé d'homicide involontaire au volant, de conduite en état d'ivresse et de délit de fuite lors d'un accident mortel, fut condamné à 5 ans de prison. La sentence suscita des émotions partagées, car la famille de Frankie continua de plaider pour la compassion, espérant que John pourrait reconstruire sa vie après avoir purgé sa peine. Cet événement dévastateur reste un rappel solennel de la fragilité de la vie et des terribles conséquences de la conduite en état d'ivresse. Tout commença comme un dimanche ordinaire dans un paisible village près de Heidenheim, en Allemagne. Ludwig A., un homme de 79 ans, et son épouse Inge, âgée de 80 ans, passèrent la matinée à l'église. Ensuite vint le moment de leur traditionnel rôti dominical. Cependant, ce jour-là, le couple décida de remplacer leur tradition culinaire par un copieux ragoût de légumes. Mais ce qui semblait être un repas anodin allait se transformer en une tragédie inimaginable. Les courgettes, ingrédient central du ragoût, provenaient du jardin de la belle-sœur de Ludwig, qui en offrait chaque année.
Accompagnée de pommes de terre, d'oignons et de navets, elles constituaient la base de leur déjeuner. Pourtant, en dégustant leur plat, Ludwig et Inge remarquèrent quelque chose d'étrange. Leur ragoût avait un goût inhabituellement amer. Habitués à des saveurs amères grâce aux radis de leur jardin, ils n'y prêtèrent pas grande attention. Mais cette amertume était différente. Inge choisit de ne pas finir son assiette, tandis que Ludwig mangea tout son plat malgré l'amertume. 2 heures plus tard, ils regrettèrent leur décision. Tous deux tombèrent violemment malades, souffrant de nausées, de vomissements incessants et de diarrhée, mais l'état de Ludwig se détériora beaucoup plus rapidement. Sa force diminua, son visage prit une teinte jaunâtre. Alarmés, ils décidèrent de consulter un médecin. Leur médecin de famille les dirigea immédiatement vers l'hôpital où le diagnostic fut posé. Une grave intoxication due à la cucurbitacine, un composé toxique parfois présent dans les plantes de la famille des cucurbitacées comme les courgettes. Ce composé toxique, rare dans les légumes cultivés, peut réapparaître à la suite de croisements avec des plantes sauvages. Son goût amer agit comme un avertissement, mais Ludwig et Inge ignorèrent ce danger. La toxine attaqua leurs organes de manière dévastatrice. Chez Ludwig, elle provoqua une inflammation des poumons et, selon Inge, détruisit ses intestins. Inge, qui avait mangé moins et vomi davantage, commença à se rétablir. Mais l'état de Ludwig s'aggrava irrémédiablement. Inge se rétablit complètement et quitta l'hôpital, mais Ludwig ne survécut pas. 3 jours après leur repas, Ludwig décéda. Inge, bouleversée, confia plus tard que sa survie était probablement due à sa réaction rapide et intense qui avait expulsé une grande partie de la toxine avant qu'elle ne cause des dommages irréversibles. Cette mort tragique entraîna une enquête des autorités sanitaires et du parquet d'Ellwangen. Le Bureau d'enquête chimique et vétérinaire, CVUA, émit une mise en garde urgente. Il est impératif de ne pas consommer des légumes tels que les courgettes, les citrouilles et les concombres présentant un goût amer, car cela pourrait indiquer la présence de cucurbitacine. Maria Roth, directrice du CVUA, confirma que le décès de Ludwig était le premier cas mortel enregistré en lien avec cette toxine dans des courgettes. En octobre 2015, à Barry, au sud du pays de Galles, Darren Bray, un père de 3 enfants âgé de 29 ans, a tragiquement perdu la vie dans un accident aussi inattendu que bouleversant. Darren, connu pour son sens de l'humour enjoué et son amour pour divertir les autres, passait la soirée à boire avec des amis. Ce qui avait commencé comme une nuit ordinaire de rire, de boissons et d'un arrêt chez McDonald's s'est transformé en un drame qui lui coûta la vie. Ce soir-là, Darren était de bonne humeur, cherchant comme toujours à amuser son entourage. Son ami, Sam Bisgrove, partit chercher à manger chez McDonald's et Darren lui demanda de lui ramener un cheeseburger. Lorsque Sam revint avec le sandwich, Darren décida de réaliser un défi pour impressionner et faire rire ses amis. Il écrasa le cheeseburger en boule, les regarda avec un sourire et leur lança « Regardez ce que je vais faire » avant de mettre la totalité du burger dans sa bouche. Au départ, tout le monde trouva cela drôle, Darren étant simplement fidèle à lui-même. Mais quelques instants plus tard, la situation devint dramatique. Le visage de Darren devint bleu et il se mit à tousser violemment. Il ne pouvait plus respirer. Comprenant immédiatement la gravité de la situation, Sam tenta de l'aider en lui frappant dans le dos pour déloger le morceau de nourriture, mais rien n'y fit. Amy Bennett, la petite amie de Sam, était également présente ce soir-là. Elle décrivit la scène comme choquante et déchirante. Personne ne s'attendait à ce qu'une blague apparemment anodine tourne aussi mal. Voyant Darren inconscient, Sam appela immédiatement les secours. Les paramédics arrivèrent rapidement et pratiquèrent une réanimation cardio-respiratoire, mais il était trop tard. Darren Bray fut déclaré mort sur place. Une autopsie révéla plus tard qu'un énorme morceau de nourriture, mesurant environ 8 cm sur 5, obstruait complètement sa trachée, l'empêchant totalement de respirer. La docteure Rhiannon Trefort, la pathologiste en charge de l'examen, expliqua qu'une obstruction de cette ampleur avait entraîné la mort quasi immédiate. Une enquête sur le décès de Darren fut menée au tribunal du coroner de Cardiff. Il fut établi que Darren avait consommé de l'alcool ce soir-là, mais son taux d'alcoolémie, environ 1,5 fois la limite légale pour conduire, n'était pas assez élevé pour entraîner une altération grave de ses facultés. L'assistant du coroner, Christopher Woolley, classa officiellement sa mort comme une mort accidentelle. Ce terme est utilisé lorsque quelqu'un meurt des conséquences involontaires d'un acte risqué. Dans le cas de Darren, sa tentative d'avaler un cheeseburger en une seule bouchée s'était transformée en une erreur fatale. La nouvelle du décès soudain de Darren bouleversa ses amis, sa famille et toute la communauté. Il fut souvenu comme un père aimant. Parmi ceux qui furent le plus touchés par sa perte figurait son ami d'enfance Lee Selby, un boxeur professionnel. Lee et Darren avaient grandi ensemble à Barry.
Et plus tard cette année-là, lorsque Lee remporta le championnat IBF des poids plumes, il dédia sa victoire à Darren. C'était sa manière d'honorer la mémoire de son ami, qui comptait tant pour lui. Bien que la mort de Darren fût une perte dévastatrice, elle servit aussi de mise en garde. Beaucoup de gens prennent des risques pour s'amuser ou impressionner leurs amis sans réaliser à quel point les choses peuvent vite dégénérer. Ce que Darren pensait être un simple défi amusant s'est soldé par un drame inimaginable. Ses proches furent tentés par des questions douloureuses. Et si quelqu'un avait réagi plus vite? Et si les secours étaient arrivés quelques minutes plus tôt? Et s'il avait simplement mangé son burger normalement? Ces interrogations ne faisaient que rendre la tragédie encore plus difficile à accepter. La famille et les amis de Darren furent amenés à réfléchir à l'homme qu'il était et à l'héritage qu'il laissait derrière lui. Ceux qui l'avaient connu le décrivaient comme un homme au grand cœur, qui aimait sa famille et qui vivait pour faire sourire les autres. Mais sa mort tragique est un rappel cruel de la fragilité de la vie. Un simple cheeseburger, un aliment anodin que des millions de personnes mangent chaque jour sans y penser, fut à l'origine d'un accident dévastateur. L'histoire de Darren Bray est une leçon poignante sur les dangers des comportements à risque, en particulier lorsque l'alcool est en jeu. Même les gestes qui semblent innocents sur le moment peuvent avoir des conséquences irréversibles. Sa mort a laissé une marque indélébile sur ceux qui l'ont connu et constitue un avertissement. Réfléchissez à 2 fois avant de prendre des risques inutiles. En janvier 2007, Sheila Keros et son mari, Dane, routier chevronné originaire de McLeod, Oklahoma, effectuaient un trajet de routine. Ils s'étaient rendus à Yuma, en Arizona, pour récupérer des marchandises dans une usine de Dole. Mais ce qui devait être une soirée ordinaire prit une tournure tragique, bouleversant à jamais la vie de toutes les personnes impliquées. Ce soir-là, à leur arrivée à l'usine en Arizona, Sheila descendit de leur camion pour récupérer les documents relatifs à leur chargement. Cependant, lorsque cette femme de 47 ans ne revint pas, son mari, Dane, fut pris d'une vive inquiétude. Lui aussi sortit du camion pour chercher sa femme dans les environs, mais en vain. Ne trouvant aucune trace de Sheila, Dane alerta la police de Yuma et demanda leur aide. Les agents menèrent une recherche approfondie, mais Sheila restait introuvable. À mesure que les heures se transformaient en jours, sa disparition demeurait un mystère. 3 jours plus tard, un employé d'un centre de distribution de l'enseigne Hy-Vee, situé à Chariton dans l'Iowa, fit une macabre découverte. Le corps de Sheila fut retrouvé à l'arrière d'un semi-remorque livrant de la laitue. Ce camion, appartenant à une autre société de transport, s'était trouvé dans la même usine, Dole à Yuma, la nuit où Sheila avait disparu. Les autorités déterminèrent que Sheila avait été coincée dans le camion lors du chargement et que la pression exercée par les palettes de laitue avait causé sa mort. Selon le docteur John Kramer, l'autopsie révéla que Sheila était décédée par asphyxie. Les enquêteurs pensent que Sheila a été accidentellement poussée dans la remorque par un chariot élévateur opérant dans la zone de chargement. Non remarquée par le conducteur du camion, elle s'était retrouvée piégée entre les lourdes palettes de produits. La pression intense l'empêcha de respirer. Sheila perdit la vie le mardi 30 janvier 2007. Les déclarations de Dole confirmèrent la coopération de l'entreprise avec les forces de l'ordre, mais cela n'apporta que peu de réconfort à la famille endeuillée de Sheila. La laitue du chargement fut détruite, un détail insignifiant face à une perte si tragique. Sheila, décrite comme une routière dévouée et une épouse aimante, avait travaillé aux côtés de Dane pendant des années. Marié depuis 1980, le couple partageait un fils, Daniel, et une petite fille. Ses funérailles, organisées le 5 février 2007, réunirent sa famille et ses amis pour honorer sa mémoire. C'était le 7 janvier 2012, un froid samedi soir à Dufftown, en Écosse, une petite ville célèbre pour sa distillerie Glenfiddich. Fondée en 1886 par William Grant, Glenfiddich est mondialement connu pour son whisky single malt scotch et fait la fierté de la communauté. Mais ce soir-là, un événement tragique a eu lieu, laissant la ville sous le choc. Brian Etlees, un employé de Glenfiddich âgé de 46 ans, était bien connu et respecté à Dufftown. Fort de ses 23 ans de service à la distillerie, il avait accédé à un poste de cadre supérieur et était admiré par ses collègues pour son dévouement. Décrit par ses voisins comme calme et travailleur, Brian vivait à Keith, dans les environs avec sa femme, Irene. La veille de l'incident, ils avaient célébré le 54e anniversaire d'Irene. Personne n'aurait pu prédire le tournant dévastateur des événements qui allaient suivre. À 22h40, le 7 janvier, les services d'urgence ont été appelés à la distillerie Glenfiddich. Brian était monté dans l'une des grandes cuves de brassage, washback, utilisées dans la production de whisky. Ces cuves en bois
haute de 5 mètres et contenant jusqu'à 50 000 litres de liquide, contenait de l'eau et de la levure dans le cadre du processus de fermentation. Malgré la rapidité d'intervention des ambulanciers, ils n'ont pas pu le sauver. Son décès a été prononcé sur place. Les autorités ont confirmé qu'il n'y avait aucune circonstance suspecte. La nouvelle de la mort de Brian s'est répandue rapidement, affectant profondément cette communauté très unie. La distillerie a fermé ses portes pendant 2 jours pour honorer sa mémoire. Les représentants de Glenfiddich ont exprimé leurs condoléances, reconnaissant la contribution de longue date de Brian à l'entreprise. Bill White, le directeur des opérations du groupe, l'a décrit comme un chef d'équipe très apprécié et a adressé ses sympathies à sa famille et à ses collègues. La famille de Brian, son épouse, Irene et leurs 2 enfants adultes, Julie, 24 ans, et Stuart, 21 ans, a été anéantie par cette perte. Ils ont choisi de faire leur deuil en privé, même si Irene a brièvement pris la parole plus tard, décrivant le choc et leur effort pour aller de l'avant, reconnaissant qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Les voisins se sont fait l'écho de ces sentiments, beaucoup exprimant leur incrédulité. Une voisine, Eileen Mackenzie, a fait remarquer que c'était une horrible façon de mourir pour quelqu'un, notant que la plupart des gens à qui elle avait parlé étaient bouleversés par cet événement. Une serveuse du pub local se souvenait de lui comme d'un homme discret qui s'arrêtait occasionnellement pour prendre un repas ou une boisson. Bien que personne au pub ne le connaisse intimement puisqu'il vivait à Keith, il semblait être quelqu'un de gentil. La nouvelle a laissé tout le monde ébranlé. Brian avait rejoint Glenfiddich en 1989 et a passé plus de 2 décennies à contribuer à son succès. En tant que chef d'équipe au cours des 6 dernières années, il avait gagné le respect de ses collègues pour son leadership et son expertise. Son dévouement à la distillerie reflétait le lien fort entre Glenfiddich et la communauté de Dufftown. L'incident a soulevé des questions sur les difficultés de Brian, qui n'étaient pas apparentes pour son entourage. Ses amis et voisins le décrivaient comme stable et gentil, rendant ses actions soudaines de cette nuit-là d'autant plus déroutantes. Des spéculations ont surgi quant à savoir s'il menait une lutte intérieure silencieuse ou s'il faisait face à des pressions professionnelles ou personnelles. Cependant, aucune réponse claire n'a été donnée. Les responsables locaux, dont le conseiller Michael McConaughey, ont exprimé leurs condoléances, soulignant l'impact profond de l'événement sur la communauté. Bien que l'incident ait mis en évidence l'importance de la sensibilisation à la santé mentale et du soutien en milieu de travail, aucune discussion publique sur ces questions n'a suivi. Pour les travailleurs de Glenfiddich, les conséquences de la mort de Brian ont été particulièrement difficiles. Le passage près des cuves de brassage servait désormais de rappel de leurs collègues. Les touristes visitant la distillerie, ignorant la tragédie, n'y voyaient probablement que son importance historique et sa réputation d'excellence. Mais pour ceux qui connaissaient Brian, l'histoire de la distillerie portait désormais une couche de tristesse. La mort de Brian a laissé une impression durable sur Dufftown. Elle a souligné les luttes invisibles auxquelles de nombreuses personnes sont confrontées et la nécessité de conversations ouvertes sur le bien-être mental. Bien que la vie à Glenfiddich ait finalement repris son cours, le souvenir de cette soirée de janvier est resté gravé dans la mémoire de ceux qui travaillaient et vivaient dans la région. En février 2012, un incident dévastateur en Alabama ébranla une communauté et laissa de nombreuses personnes s'interroger sur la manière dont une telle tragédie avait pu se produire. Au centre de cette affaire se trouvait Savannah Hardin, une fillette de 9 ans, vive et pleine de vie. Savannah Hardin vivait avec sa grand-mère, Joyce Hardin Garrard, et sa belle-mère, Jessica May Hardin, tandis que son père travaillait à l'étranger. Décrite comme enjouée et aimante, Savannah avait traversé des épreuves familiales, notamment le divorce de ses parents, mais elle restait une présence joyeuse pour ceux qui la connaissaient. Tragiquement, c'est l'une des personnes qui aurait dû tout faire pour protéger la petite fille qui scella son destin. Le jour de l'incident, Savannah fut punie pour avoir menti au sujet de bonbons qu'elle aurait mangés. Selon les procureurs, Joyce força Savannah à courir à l'extérieur de leur maison rurale du comté d'Etowah pendant des heures, tout en portant de lourds morceaux de bois. Des témoins affirmèrent que la punition était impitoyable. Savannah vomissait et suppliait que cela s'arrête. Mais Joyce, selon les procureurs, continua de la pousser. Jessica, la belle-mère de Savannah, était également présente mais n'intervint pas. Après des heures de cet épuisant calvaire, Savannah s'effondra et fit une crise. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital pour enfants de l'Alabama, à Birmingham, où les médecins constatèrent un grave gonflement cérébral. Malgré les efforts pour la sauver, Savannah succomba 3 jours plus tard. L'affaire attira une attention nationale. Lors du procès de Joyce, les procureurs la décrivirent comme un sergent instructeur de l'enfer, tandis que les avocats de la défense affirmèrent qu'elle n'avait jamais eu l'intention de faire du mal à Savannah. Joyce témoigna que cette course était censée être une discipline et aider Savannah à améliorer sa vitesse pour les courses scolaires.
Elle insista sur le fait qu'elle était restée à l'extérieur avec Savannah tout le long pour l'encourager et prétendit même avoir couru à ses côtés. Cependant, les preuves présentées au tribunal brossèrent un tout autre tableau. Une vidéo de surveillance de l'autobus scolaire montra Joyce plus tôt dans la journée, disant avec colère à Savannah qu'elle la ferait courir jusqu'à ce qu'elle apprenne la leçon. Les voisins qui avaient été témoins de partie de la punition étaient visiblement bouleversés en racontant ce qu'ils avaient vu. Un homme décrivit Savannah portant des morceaux de bois si gros qu'elle pouvait à peine les soulever. Un autre voisin expliqua qu'il n'était pas intervenu par peur de Joyce, qu'il avait déjà menacée auparavant. En mars 2015, un jury du comté d'Etowah déclara Joyce coupable de meurtre avec circonstances aggravantes. Le jury rejeta ces déclarations de bonnes intentions et conclut que la mort de Savannah était le résultat d'une punition cruelle et prolongée. Joyce fut condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, mais elle mourut moins d'1 an plus tard d'une crise cardiaque en prison. Jessica May Hardin, la belle-mère de Savannah, fut également inculpée dans cette affaire. Elle fut initialement accusée de meurtre avec préméditation, mais plaida ensuite coupable de maltraitance aggravée d'enfants. Les procureurs soutinrent que Jessica avait échoué à protéger Savannah. Jessica fut condamnée à 3 ans de prison, suivie d'une période de probation. Les conséquences de cette affaire laissèrent des cicatrices profondes sur la famille de Savannah. Heather Walker, la mère de Savannah, témoigna de la douleur de perdre sa fille. Elle expliqua comment elle revivait chaque jour les derniers instants de Savannah et décrivit le déchirement de voir son enfant à l'hôpital, relié à des machines. Heather demanda justice, estimant que Joyce devait recevoir la peine maximale pour avoir ôté la vie de Savannah. La mort prématurée de Savannah rappelle que les punitions excessives ne sont jamais une solution et que tous les enfants méritent de grandir dans un environnement sûr et empreint de compassion. Le 5 mars 2019, sur l'autoroute Interstate 10 près de la côte du golfe du Mississippi, un drame inimaginable s'est produit. Margaret Maurer, surnommée Meg par ses proches, était une étudiante de 21 ans à l'université Tulane. En dernière année d'écologie et de biologie évolutive, elle participait à des programmes de leadership et travaillait comme enseignante assistante. Originaire de Forest Lake, dans le Minnesota, Meg était passionnée par les plantes. Ce jour-là, Meg et 5 amis se rendirent dans un chalet situé dans les montagnes Blue Ridge, en Caroline du Nord. Après avoir assisté au défilé de Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans, ils étaient impatients de partir en randonnée. Voyageant en 2 voitures, ils se sont arrêtés à une aire de repos à l'ouest de Pascagoula, dans le Mississippi, pour faire une pause. Alors que Meg se tenait près de sa voiture, prête à repartir, un événement inimaginable s'est produit. Un camion poids lourd de 18 roues, roulant sur l'Interstate 10 en direction ouest, a perdu une paire de roues arrière. Ces roues, pesant environ 450 kg, se sont détachées et ont roulé sur 260 mètres avant de heurter Meg. L'impact a été dévastateur et les roues ont continué à rouler sur 45 mètres avant de s'arrêter. La scène était chaotique et profondément bouleversante. Le capitaine Casey Baxter de la police de Gautier a décrit l'incident comme une chaîne d'événements tragiques et imprévisibles. Le chauffeur du camion, ignorant ce qui s'était passé, est finalement retourné à l'aire de repos après avoir remarqué un problème. Les autorités ont déterminé que le camion, appartenant à Dana Transport Inc., manquait une petite mais essentielle pièce mécanique, une rondelle de blocage métallique de 7,5 cm. Cette pièce, bon marché, était indispensable pour maintenir les roues en place. Son absence a probablement causé l'accident. La disparition de Meg a été un choc immense pour sa famille. Sa mère, Tracy Maurer, a évoqué l'impact profond de Meg sur ceux qui l'entouraient, soulignant la joie qu'elle apportait à tous et la douleur immense ressentie par ceux qui l'aimaient. Les professeurs de Meg la décrivaient comme une étudiante brillante, créative et passionnée. La professeure Dorothy Cheruyot du département d'écologie et de biologie évolutive a mentionné l'enthousiasme de Meg pour ce voyage, notamment son impatience à l'idée du chalet et des randonnées. Une autre professeure, Donata Henry, a souligné son amour pour l'apprentissage, la qualifiant des étoiles brillantes, dotée d'une passion profonde pour la découverte. En plus de ses accomplissements académiques, Meg était une artiste talentueuse. Elle illustrant un livre sur les insectes tropicaux et les oiseaux pour le professeur Tom Cherry, dont l'admiration reflétait l'émerveillement que son travail suscitait. Ses illustrations détaillées, notamment les ailes de papillon, brillaient d'un éclat saisissant. Quelques jours avant l'accident, Meg avait soumis plusieurs œuvres terminées, témoignant de son talent remarquable. La communauté de Tulane a pleuré la perte de Meg, la décrivant comme une étudiante ayant laissé une empreinte durable sur tous ceux qu'elle rencontrait. Un communiqué de l'université a souligné la tragédie de perdre 2 membres de la communauté en peu de temps, faisant référence à un autre incident où un diplômé de la faculté de droit avait également perdu la vie. En mémoire de Meg,
Sa famille et ses amis ont lancé une campagne GoFundMe pour soutenir les causes qui lui tenaient à cœur, comme la conservation et l'éducation. Des plans ont également été établis pour exposer ses illustrations scientifiques en hommage à ses contributions artistiques et académiques. Avant son décès, Meg travaillait sur un projet de jardin communautaire à la Nouvelle-Orléans, témoignant de son engagement à utiliser ses connaissances pour le bien des autres. Ses proches chérissent les souvenirs de sa personnalité vibrante et de ses réalisations exceptionnelles. Son frère cadet, proche en âge, ressent particulièrement l'absence de sa compagne de toujours, car il n'avait jamais connu un monde sans l'autre. Cet événement tragique illustre l'imprévisibilité de la vie et l'importance de savourer chaque instant. L'héritage de Meg perdure à travers son travail, ses passions et l'impact qu'elle a eu sur les personnes qui l'entouraient. En 1982, l'Amérique fut profondément secouée par une affaire terrifiante qui révéla une vulnérabilité inquiétante dans la vie quotidienne. Lorsque quelques citoyens ordinaires cherchèrent à soulager leurs maux, tout se termina dans une tragédie inimaginable. Ils avaient fait confiance à ce qu'ils pensaient être des médicaments, mais ce qu'ils avalèrent fut la mort. Les victimes étaient des gens ordinaires, avec leur vie, leurs rêves et leurs familles, vivant dans la région métropolitaine de Chicago. Parmi elles se trouvait Mary Kellerman, 12 ans, une jeune fille d'Elk Grove Village, dont les parents lui avaient donné une capsule de Tylenol Extra Strength pour soulager un mal de gorge et un nez qui coule le matin du 29 septembre 1982. Il y avait aussi Adam Janus, 27 ans, d'Arlington Heights, un homme travailleur qui, comme beaucoup d'autres, prit du Tylenol pour un léger mal. Parmi les victimes se trouvaient également Stanley Janus, 25 ans, frère d'Adam, et sa femme Teresa, 20 ans. La tragédie frappa encore plus loin, emportant Mary McFarland, 31 ans, Paula Prince, hôtesse de l'air de 35 ans, et Mary Reiner, 27 ans. L'horreur commença le 28 septembre 1982, lorsque Mary Kellerman prit une capsule de Tylenol à la maison. Peu après, elle fut hospitalisée, mais malgré les efforts du personnel médical, elle mourut le lendemain. Sa mort sembla d'abord soudaine et mystérieuse, mais ce n'était que le début. Le 29 septembre, seulement un jour plus tard, Adam Janus, cherchant à soulager une douleur thoracique, consomma une capsule de Tylenol provenant d'un flacon récemment acheté. Peu après, il s'effondra et mourut. Dans un enchaînement tragique inimaginable, son frère Stanley et sa belle-sœur Teresa, affligés de chagrin et rassemblés chez Adam, prirent chacun une capsule du même flacon. Tous deux s'effondrèrent et moururent en quelques minutes, victimes du même tueur invisible. Dans d'autres quartiers de Chicago, Mary McFarland, jeune mère, mourut après avoir pris du Tylenol au travail. Paula Prince, de retour d'un vol, prit une capsule dans l'intimité de son appartement et ne se réveilla jamais. Mary Reiner, jeune mère en convalescence après l'accouchement, prit également du Tylenol et subit le même sort tragique. Alors que les décès soudains et inexpliqués s'accumulaient dans la même zone et sur une période très courte, la panique s'installa. Les victimes avaient peu de points communs, sauf un. Comme l'avait remarqué une infirmière perspicace, elles avaient toutes consommé des capsules de Tylenol Extra Strength. Le tournant survint lorsque l'infirmière Ellen Jensen, la seule responsable de la santé publique à Arlington Heights, fut chargée d'enquêter sur les décès des Janus. Chez les Janus, elle fit une découverte cruciale. Un flacon de Tylenol avec un reçu montrant qu'il avait été acheté ce jour-là. Alarmant, 6 capsules manquaient dans le flacon. Consciente du lien possible entre les décès et le médicament, Hélène remit le flacon à l'enquêteur Nick Pichos. Agissant sur la suspicion du médecin légiste adjoint du comté de Cook, Nick Pichos ouvrit le flacon et détecta une légère odeur d'amande, un signe révélateur de cyanure, un poison bien connu. Le docteur Michael Schaffer, toxicologue en chef du comté, testa les capsules et confirma l'horreur. 4 des 44 capsules restantes contenaient près de 3 fois la dose létale de cyanure de potassium. Il fallait alerter le public. L'ensemble de la région métropolitaine de Chicago était en danger. Une conférence de presse fut organisée pour conseiller aux résidents de ne pas consommer de Tylenol. L'ampleur de la crise s'accrut rapidement lorsqu'on découvrit que le flacon utilisé par Mary Kellerman avait été inventorié par les ambulanciers et, comme celui des Janus, provenait du lot MC 2880. Johnson & Johnson, fabricant du Tylenol, émit immédiatement un rappel pour tout Tylenol provenant de ce lot. Mais bientôt, le cauchemar s'intensifia. Des flacons contaminés furent retrouvés dans d'autres lots, indiquant que l'empoisonnement n'était pas limité à un seul envoi. La panique s'étendit à travers le pays. Les étagères furent vidées de Tylenol et la peur s'installa dans les foyers américains. Dans les semaines suivantes, une lettre fut envoyée à Johnson & Johnson par James William Lewis, un résident de New York, revendiquant les empoisonnements et réclamant $1 million pour les arrêter. Lewis fut finalement reconnu coupable d'extorsion, mais pas des meurtres eux-mêmes. En avril 2025, personne n'a jamais été inculpé ou condamné pour les assassinats réels. Les meurtres de Tylenol à Chicago laissèrent 7 innocents morts, d'innombrables traumatisés
et une nation entière bouleversée à jamais. La tragédie révéla une faille majeure dans la sécurité des médicaments en vente libre et entraîna de vastes réformes dans l'emballage des médicaments et les lois fédérales anti-sabotage. Les bouteilles scellées, les emballages inviolables et les étiquettes d'avertissement devinrent la norme dans l'industrie pharmaceutique. Des décennies plus tard, l'affaire reste non résolue, son ombre planant toujours sur les familles des victimes qui cherchaient simplement à soulager leur douleur quotidienne, sans jamais imaginer que leur confiance dans un flacon familier de médicaments mènerait à leur mort prématurée. C'était le 20 janvier 2014, à Limpopo, en Afrique du Sud. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre pour la famille Komap. Michael, un garçon plein de vie de 5 ans, venait de commencer son année de préparation, grade R, à l'école primaire Malodumela, dans le village de Chebeng. Sa famille était enthousiaste à l'idée de ses premiers pas dans l'éducation, espérant que l'école lui ouvrirait des portes. Mais à la fin de cette journée, leur vie allait changer pour toujours. L'école de Michael, comme beaucoup d'autres dans la région, manquait d'installations adéquates. Les toilettes étaient de simples latrines à fosse, faites de tôles ondulées rouillées et de planches de bois instables. Ce jour-là, Michael a eu besoin d'aller aux toilettes pendant le cours. Il s'est rendu aux latrines à fosse, probablement inconscient du danger qu'elles représentaient. La tôle servant de siège était fragile, mais en tant qu'enfant, il a sans doute pensé qu'elle était sûre. Tragiquement, la tôle a cédé lorsque Michael s'est assis et il est tombé dans la fosse remplie de déchets. La structure chancelante s'est effondrée, le piégeant à l'intérieur. Michael a perdu la vie dans ses latrines. Il n'avait que 5 ans. Il a fallu des heures avant que quiconque ne remarque son absence. Michael n'étant pas revenu en classe, son absence n'a pas été immédiatement signalée. Plus tard, quelqu'un a vérifié les toilettes et a découvert la scène déchirante, une petite main tendue sortant de la fosse. Cette horrible découverte a semé la consternation dans l'école et la communauté. James Komap, le père de Michael, s'est précipité à l'école après avoir appris la nouvelle. Il a été submergé par le chagrin lorsqu'il a vu la main de son fils dans les déchets. Il a décrit plus tard cette image comme celle qui le hanterait à jamais, parlant d'une perte inimaginable. Les autorités ont mis au moins 4 heures pour récupérer le corps de Michael. Une autopsie a révélé de sombres détails, comme le plissement de ses pieds, indiquant combien de temps il avait été submergé. Pour ajouter à la souffrance de la famille, un ami de James a tenté de prendre des photos de la scène pour servir de preuve, mais le personnel de l'école a forcé la suppression des clichés, cherchant apparemment à masquer leur négligence. Rosina, la mère de Michael, a appris la tragédie par un appel de l'école. Lorsqu'elle est arrivée et a vu le bras de son fils dans la fosse, elle s'est évanouie. Le deuil l'a profondément affectée et elle a ensuite perdu son emploi d'aide domestique en raison de son incapacité à faire face au trauma. Cette tragédie a soulevé l'indignation nationale. Les conditions à l'école primaire Malodumela n'étaient pas uniques. Plus de 4500 écoles à travers l'Afrique du Sud dépendaient de latrines à fosse dangereuses, dont beaucoup étaient mal construites et risquées. Limpopo était l'une des provinces les plus touchés. Bien que la constitution sud-africaine garantisse l'accès à des installations sanitaires adéquates, ce droit restait inaccessible à des milliers d'enfants. La famille Komap, avec l'aide d'une organisation de défense des droits humains nommée Section 27, a poursuivi le ministère de l'Éducation de Limpopo. Il cherchait à obtenir justice pour Michael et une indemnisation pour les conséquences émotionnelles et financières subies par leur famille. Il réclamait des dommages et intérêts pour le traumatisme, les violations constitutionnelles et les frais funéraires, totalisant plus de 2 millions de rand sud-africains, soit environ 110 000 $ américains. La bataille juridique a été longue et éprouvante. En 2018, le juge Gerrit Müller a statué que le gouvernement avait manqué à son devoir d'assurer des installations sanitaires sûres dans les écoles, violant ainsi le droit des élèves à une éducation de base. Cependant, le juge a rejeté la demande de dommages-intérêts émotionnels de la famille Komap, estimant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves d'un traumatisme grave. Cette décision a été largement critiquée car elle ignorait la souffrance profonde de la famille. La famille Komapé et son équipe juridique ont fait appel de la décision, portant l'affaire devant la Cour suprême d'appel CSA. Pendant les audiences, les juges ont été profondément émus. Le juge Mohamed Nafsa a décrit la mort de Michael comme l'une des plus indignes qu'on puisse imaginer. Le tribunal a également été informé de tragédies similaires, comme le décès en 2018 de Lumkam Ketwa, une fillette de 5 ans tombée dans une latrine à fosse au Cap-Oriental. Ces incidents ont souligné le besoin urgent de réformes systémiques. En 2020, la CSA a statué en faveur de la famille Komapé. Ils se sont vus accorder 1 400 000 rands sud-africains, soit environ 77 000 $, pour le choc émotionnel et le chagrin, ainsi qu'une couverture des futurs frais médicaux pour traiter l'impact psychologique de la tragédie.
Ce jugement a été considéré comme un jalon dans la justice en Afrique du Sud. Malgré cette victoire juridique, la douleur de la perte de Michael demeure. Ses parents, James et Rosina, ainsi que ses frères et sœurs, continuent de vivre avec le traumatisme de sa mort. Les rires et les rêves de Michael ont été volés en un instant, laissant un vide irremplaçable. La mort de Michael est devenue un symbole de la lutte pour de meilleures installations sanitaires scolaires en Afrique du Sud. À la suite de la tragédie, le président Cyril Ramaphosa a promis d'éliminer les latrines à fosse dans les écoles. Cependant, les progrès sont lents, entravés par des pénuries de financement et des retards bureaucratiques. Des milliers d'écoles utilisent encore ces installations dangereuses, mettant de nombreux enfants en danger. La famille Komaapi reste engagée à plaider pour le changement. Ils espèrent que la mort de Michael ne sera pas oubliée et qu'elle inspirera des efforts pour garantir des conditions sûres et dignes à tous les enfants. Leur objectif est d'empêcher d'autres familles de subir le chagrin qu'ils ont enduré.